Ici, vous. C'est bon? Vous êtes en direct? Ah, je suis en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. On commence avec un petit peu de retard. Ce numéro exceptionnel, ce direct exceptionnel, parce que nous avons quand même une grande nouvelle à annoncer. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais tenu à ce que ce direct se déroule là. Imparfait du subjonctif. J'avais tenu à ce que ce direct se déroule là le vendredi soir parce que, comme vous le savez sans doute, c'est à 18h ce soir que devait être déposé en préfecture, c'était la date limite pour déposer les candidatures aux élections législatives. Alors, si on a pris un petit peu de retard, c'est parce que là, on a centralisé un petit peu tous les dossiers qui restaient en l'air, et j'ai quand même une excellente nouvelle à vous annoncer. C'est que d'abord, le contrat est rempli, pratiquement. C'est-à-dire que sur les 577 circonscriptions de France et d'outre-mer, l'UPR va présenter, alors on vérifie, mais normalement on a eu les récépissés officieux, on n'a pas encore l'inscription officielle comme les autres partis ne les ont pas non plus, mais d'après tous les récépissés dont nous disposons, sur les 577 circonscriptions de France et d'outre-mer, nous allons avoir des candidats dans 574 d'entre elles, c'est-à-dire presque 100%. Il y a 3 circonscriptions où nous n'avons pas de candidats. Il y en a 2, je l'avais d'ailleurs laissé entendre lors des entretiens antérieurs, où nous avons, c'est des territoires très lointains, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon où il y a 6000 habitants et quelque chose comme 4000 électeurs, et c'est Wallis et Futuna. Et nous avons 3 ou 4 adhérents à Saint-Pierre-et-Miquelon, on en a 2 à Wallis et Futuna, mais il se trouve que ni les uns ni les autres n'ont souhaité être candidats. Ils étaient un petit peu intimidés, ils pensaient qu'ils n'y arriveraient pas, etc. Donc on n'a pas pu on n'a pas pu obtenir d'eux qu'ils fussent candidats. En revanche, on a eu un seul problème en métropole dans une circonscription, la première circonscription du Var, où il y a eu, pour un problème administratif assez bête, un manque de pièces justificatives, et ça a été forclos avec le temps, donc on ne pourra pas avoir de candidats dans cette circonscription. C'est tout. C'est-à-dire que nous avons des candidats dans 574. Je peux vous dire que tous les spécialistes sont très étonnés, vont être très étonnés d'apprendre ça, parce que c'est du sans précédent. Je rappelle par exemple que M. Dupont-Aignan est debout la République en 2012, lorsqu'il avait présenté des candidats. De mémoire, je crois qu'il avait présenté 300, ce qui était déjà pas mal. Et puis je signale que pour les élections d'aujourd'hui, les élections législatives qui ont commencé, le fameux mouvement En Marche dont on parle tant, qui a des moyens financiers, des réseaux, un appui médiatique insensé, et qui a pu se préparer parce qu'ils ont des quantités, ils ont des dizaines de permanents, etc., qui ont énormément d'argent, et bien, en définitive, d'après ce que l'on croit savoir ce soir, ils ne vont présenter que 526 candidats sur les 577, c'est-à-dire qu'on va avoir une cinquantaine, 48 candidats de plus que En Marche, ce qui est spectaculaire. Alors vous me voyez entouré de façon inhabituelle maintenant par un certain nombre de personnes. J'ai tenu à ce qu'elles soient là. Je vais leur donner la parole. Moi, je suis le boss. Mais ceux qui ont beaucoup travaillé, il y a d'abord les candidats eux-mêmes, qui ont énormément travaillé. Il y a également les délégués départementaux et les délégués régionaux qui ont contribué à sélectionner parmi nos adhérents ceux qui leur semblaient avoir le profil. Il y a eu la nécessité que nous avons voulu d'avoir la parité entre les hommes et les femmes. Et j'ai oublié de le préciser, mais un résultat également très spectaculaire, c'est que sur les 574 candidats que nous présentons, nous allons avoir 290 hommes et 284 femmes. C'est-à-dire qu'à 6 près, on a une égalité parfaite au niveau des candidats, pas au niveau des suppléants, mais c'est au niveau des candidats que c'est important. Et puis je voulais aussi donc vous présenter des gens que vous n'avez pas forcément vus. Manon, si on l'a vu quand même, mais des personnes qui sont à l'équipe de campagne et qui ont joué un rôle considérable. Alors la première personne, vous ne la verrez pas, c'est Adrien Riondel, le directeur de campagne, parce que tout simplement il est en train en ce moment de peaufiner certains dossiers ultimes avec les Antilles pour vérifier un certain nombre de points. S'il a la possibilité, il arrivera au cours de l'émission, mais donc Adrien Riondel n'est pas disponible. Vous n'allez pas voir non plus Sylvain Gargasson, parce que lui, il est en ce moment aux commandes, c'est lui qui organise matériellement ce direct, mais lui aussi a joué un rôle très important. Et puis,
Je voudrais vous présenter donc autour de moi, donc à ma droite, Rémi Renaud, qui a été le grand Manitou de ça. On va lui donner la parole dans un instant. C'est lui qui a eu un rôle énorme. Bravo. Oui, il est très modeste, mais vraiment, il est très, très efficace. Il y a eu Arnaud Tempère et puis Manon Chevalier, qui... Manon, vous la connaissez déjà parce qu'elle a beaucoup participé à la recherche des parrainages. Vous savez que Manon n'est pas française, elle est d'origine... Elle est canadienne. Elle est québécoise. Elle est québécoise. Elle nous a... Non seulement elle avait obtenu des dizaines de parrainages pour la présidentielle, mais elle a énormément travaillé aussi avec Arnaud, puisque, et sous la houlette de Rémi, ils ont téléphoné, parce que, comme va nous l'expliquer Rémi dans une seconde, c'était quand même assez compliqué. Et puis, enfin, ici, également Fabien Sema, qui, lui, est un petit génie informatique. On en a, mais lui, il s'en est un. On en a d'autres, qui nous a fait en 48 heures un petit site. Quand je dis un petit site, c'est un véritable back-office, comme on dit maintenant. C'est-à-dire un système qui a permis de gérer de façon tout à fait systématisée ces affaires, parce qu'il faut savoir, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est que pour être candidat, il faut non seulement sélectionner des candidats qui soient capables d'être candidats, d'abord qui le veulent, qui soient capables de répondre aux questions qui peuvent être posées, qui soient capables de mener une campagne. Donc ça, c'était un effort de recherche qui a beaucoup reposé sur les délégués départementaux, délégués régionaux, et puis le Bureau national qui a accordé des investitures. Mais ensuite, il y a tout un travail extrêmement matériel, et qui est de collationner les pièces justificatives. Et de ce point de vue-là, donc, Fabien a réalisé donc un outil informatique qui nous a permis de systématiser tout ça. Voilà, j'ai trop parlé, comme d'habitude, je m'arrête. Rémi, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, voilà, ce que vous avez fait et la complexité de la tâche? Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est fait pour que seule une grosse structure puisse faire ce qu'on a fait, présenter autant de candidats. Parce que donc ça nécessite énormément de documents. Chaque préfecture a ses propres règles, donc ça c'est assez étonnant. C'est que ce n'est pas coordonné en France. On nous demande des pièces justificatives différentes. Donc il a fallu créer déjà. Bon, Adrien, je voudrais déjà commencer par remercier Adrien qui a fait un énorme travail sur les comptes bancaires, parce qu'on a eu, ça on n'a pas communiqué dessus, mais on a eu énormément de problèmes pour ouvrir des comptes en banque. Les banques ne voulaient pas nous les ouvrir. Et il a fallu faire appel à la Banque de France et remplir des milliers de documents, vraiment des milliers de documents. Donc bravo Adrien là-dessus. Et donc Manon et Arnaud, eux, ils se sont occupés des associations de financement principalement, et c'était pareil, une tâche très ardue. Voilà, donc l'UPR est en train de prouver que grâce à normalement la validation de 574 candidats et candidates, que c'est une grosse structure. Qui tombaient tous les jours. Oui, surtout ces derniers jours, on était inondés, quoi. Vraiment, c'était minimum 500-600 courriels par jour, quoi. Parfois, j'en le dis parce que parfois, il y a certains de nos adhérents qui disent oui, mais là, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Pitié, nous ne sommes qu'une structure vraiment encore très légère. Et pourtant, nous, on vient de réussir. Franchement, on peut faire un satisfait collectif et un énorme travail collectif parce que, encore une fois, c'est un tour de force que vous n'imaginez pas. Hein. Vous n'imaginez pas, par exemple, effectivement, l'ouvrir un compte en banque. On a eu des bâtons dans les roues partout. Les associations de financement, il a fallu les faire. Donc, Adrien, effectivement, ça, c'est l'a fait. Le travail aussi permanent de conseil aux candidats qui étaient inquiets. Oui, il a fallu souvent les rassurer, leur expliquer bien toutes les démarches à suivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc, pendant les dépôts de candidature en préfecture, la majorité des préfectures ont félicité les candidats UPR. En fait, on était les mieux préparés de tous les partis. Plusieurs fois, on a eu beaucoup de retours là-dessus, on a les dossiers complets, tout était bien organisé, donc on a vu beaucoup de candidats et donc de gros partis aussi, hein, du genre la France Insoumise, même En Marche, qui n'étaient pas du tout aussi bien organisés, qui n'avaient pas les bons documents, qui étaient en panique, qui couraient à gauche à droite. Pour les Français de l'étranger, ça a été aussi un vrai parcours du combattant, parce qu'il faut des originaux dans beaucoup de documents, et donc quand on habite à Dubaï, au Japon, en Amérique du Sud, c'est pas forcément évident d'avoir les originaux pour aller en préfecture de police de Paris. Donc nous on était prêts et on a validé nos 11 candidats, donc ça eux ils sont officiels de chez officiel, les 11 candidats sur les 11 circonscriptions des Français de l'étranger, et beaucoup de partis n'ont pas eu cette chance. Donc, circonscription pour les Français de l'étranger. Reprenez, j'avais plus le son.
Ah bon? On reprend où? On reprend où? Reprenez votre phrase du début. Ah, il paraît qu'il y avait un problème de son, donc je dis à l'appui de ce que vient de dire Rémi Renaud, c'est que nous avons, et je m'adresse ici tout spécialement aux internautes qui vivent français, qui vivent à l'étranger et qui suivent en particulier nos émissions et ce direct, que nous avons bien un candidat dans chacune des circonscriptions à l'étranger. Il y en a 11 qui couvrent le monde, c'est par zone géographique. Il y en a une, par exemple, sur l'Amérique du Nord, il y en a une sur l'ensemble de l'Amérique latine, il y en a une sur l'Europe du Nord, etc., etc. Nous avons les 11, on a eu la certification pour les 11 candidats et 11 suppléants, ce que disait Rémi, ce qui n'allait pas de soi non plus. J'en profite pour dire au passage, les gens qui m'écoutent se disent « Oui, mais alors quel est mon candidat ?» Alors, il faut aller, on l'a déjà dit, mais je le répète, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu ça auparavant, nous avons un site qui a été créé spécialement, qui s'appelle législative.upr.fr, législative.upr.fr. Vous y avez un accès direct à partir du site UPR d'ailleurs. Il y a un petit bandeau jaune en haut de la page d'accueil du site UPR. Il vous suffit de cliquer pour avoir un accès direct à ce site qui d'ailleurs a été créé. Et je le remercie aussi, parce que je ne l'avais pas fait, par Patrick Ceccarelli, qui est membre du Bureau national et qui nous l'a fait également en un temps record. Vous verrez d'ailleurs qu'on a des photos de presque tous, pas tous, mais presque tous les candidats. Alors, les personnes qui veulent savoir quel est le candidat qu'il y a dans leur circonscription, y compris la circonscription des Français de l'étranger, eh bien, ils peuvent aller sur ce site. Manon, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, comme l'a expliqué Rémi Renaud, avec Arnaud Tempère, mon voisin ici, nous nous sommes occupés de la création des associations de financement, qui était un prérequis obligatoire pour chaque circonscription. Et pour ce faire, nous avons donc appelé chaque candidat, les 577 candidats, ou lorsque c'était impossible de les joindre, on leur écrivait, afin d'obtenir une lettre d'agrément de leur part. Et on avait une série de documents à préparer suite à la réception de cette lettre pour pouvoir enfin ouvrir l'association. Donc, je voudrais remercier les candidats pour leur grande coopération, pour la totalité, en fait, et aussi souligner qu'il y a aussi des dizaines de personnes qui ont vraiment... qui sont là d'ailleurs en ce moment, qui ont participé à appeler tous les candidats pour les soutenir, les aider, pour que tout ça soit fait dans des délais extrêmement courts. Voilà. Que j'ai pas pu, ici, on est quand même dans un endroit un petit peu confiné, je ne pouvais pas faire venir tout le monde, et puis tout le monde n'est pas là à tout moment, parce qu'il y a une rotation des effectifs, parce qu'il y a des bénévoles qui sont venus passer 2-3 heures par-ci, 2-3 heures par-là pour appeler les candidats, donc tout le monde n'est pas ce soir au siège de campagne, mais je prie tous ceux qui me regardent de bien vouloir comprendre qu'il y a des gens que je n'ai pas cités, je ne pouvais pas citer tout le monde, mais on a eu beaucoup de recours, enfin de gens qui nous ont apporté de leur soutien, mais un soutien, pas seulement un soutien moral, c'est prendre son téléphone et puis téléphoner aux uns et aux autres. Voilà, Arnaud, vous voulez dire quelque chose? Comme maintenant, je vais remercier tous les candidats qui ont été très réactifs. Donc tout s'est très bien passé, je pense, avec l'ensemble des candidats. On a eu un bon contact avec la plupart. Et puis je vais aussi remercier Victor, qui est pas là, qui est à Singapour, qui est rentré à Singapour et qui nous a bien aidés sur les Français de l'étranger. Donc il y avait des démarches un peu différentes et il s'en est très bien occupé. Donc, effectivement, il est peut-être à Singapour, il nous regarde peut-être, donc je le salue, de même que je salue l'équipe de Singapour. Vous avez une anecdote qui vous est restée de tous ces appels téléphoniques? Il y a eu des cas particuliers ou des... Oui, je pense qu'on a eu Madame Schmidt qui allait acheter un scanner exprès pour nous rendre la lettre d'agrément, donc c'était très sympathique à elle. Elle a fait la démarche pour pouvoir nous rendre la lettre d'agrément en temps et en heure, donc c'était sympathique. Vous, une anecdote aussi, non? C'était quoi les questions que vous posaient les candidats en général? En fait, on avait des questions aussi sur les casiers judiciaires vierges parce que les candidats étaient très préoccupés par l'idée de bien remettre ce casier judiciaire. Et d'ailleurs, c'est Clément Liégeois qui s'est occupé de tout rapatrier et qui l'a très très bien fait. Je pense que ce dossier... Encore quelqu'un que j'ai oublié de citer, Clément Liégeois, effectivement, qui a beaucoup un rôle de centralisation sur l'affaire des casiers judiciaires. J'ai oublié de le préciser au début, tous nos candidats, les 574 candidats et les 574 suppléants,
1148 personnes ont un casier judiciaire vierge. Ça fait partie du prérequis. Et on ne s'est pas contenté d'une promesse, on leur a demandé le justificatif. Ça, c'est un point important. Et puis autre chose également qui est important, c'est que quasiment tous les candidats, pratiquement tous, c'est la première fois qu'ils sont candidats à une élection législative en leur nom. Voilà, en fait, je n'en connais qu'un qui a été candidat, c'est moi-même. Quand je m'étais présenté en 2013, je crois, dans le Lot-et-Garonne, dans la circonscription de Cahuzac. On avait fait un petit coup, mais on avait essayé d'avoir un petit coup médiatique. Ça avait marché, on était encore dans les débuts, mais à l'époque, il y avait peut-être, je sais pas, 1000 adhérents à l'UPR, alors que là, nous en sommes à 27 834. On avait commencé à 833, je crois. C'est marqué en bas de l'écran. Donc j'en profite là aussi pour faire un appel à toutes et à tous. Si vous adhérez en ligne en ce moment, eh bien ça va incrémenter notre compteur. Et donc, est-ce que vous vous rendez compte que nous avons donc 1148 candidats, parmi lesquels 290 hommes, 284 femmes, parmi les candidats, donc les 574, 1148 si on y ajoute les 574 suppléants. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons donc la parité parfaite quasiment entre hommes et femmes? Et est-ce que vous vous rendez compte également que nous avons que ces personnes sont toutes avec un casier judiciaire vierge et sont toutes des citoyennes et des citoyens qui, pour la première fois, se présentent aux élections. Donc il faut, et je m'adresse ici à tous les gens qui nous suivent, tous les sympathisants, il faut absolument nous aider, les aider, parce que maintenant c'est plus seulement Asselineau. Moi je ne suis que l'un parmi... Moi je me présente dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Mais il faut aider tout le monde parce que voilà, c'est un mouvement, c'est un vrai mouvement citoyen. Il n'y a aucun autre mouvement, et notamment pas En Marche. En Marche qui recycle des vieux politicards, voilà, et qui rassemble un petit peu tout le monde. Nous, on a vraiment un mouvement de gens totalement nouveaux en politique, qui sont tous membres de l'UPR. En règle générale, ils sont à l'UPR depuis plusieurs mois et même souvent plusieurs années. On a donné un peu une prime aux adhérents qui sont là depuis les temps les plus anciens. Mais on a également des adhérents assez récents, mais qui ont beaucoup de dynamisme. Alors, je voudrais terminer cette présentation par Fabien Sema, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui était un peu un homme de l'ombre, mis à la lumière, mais qui donc nous a fait faire un petit travail assez remarquable. Donc oui, tout à fait, ouais. C'est d'ailleurs ce qui explique sans doute que dans les préfectures, on est considéré qu'on était très bien organisé, non? J'espère que ça a aidé, effectivement. Moi, c'est un peu particulier puisque je suis un adhérent assez jeune. J'ai adhéré au parti il n'y a que quelques semaines, juste avant les présidentielles. J'ai été très bien accueilli. J'ai répondu à l'appel pour aider aux législatives. Et j'ai été très bien accueilli, notamment par Sylvain. J'ai rencontré une très belle famille politique et j'ai aidé comme j'ai pu en essayant de proposer un outil pertinent pour ce tour de force. Il n'y a pas d'autre mot puisqu'il y a des milliers et des milliers de documents qu'il fallait préparer. Et, effectivement, l'organisation devait être à la hauteur de ce tour de force. Vous, justement, c'est votre métier en plus. Ouais, je suis ingénieur en informatique, je travaille dans une boîte qui travaille sur la défense. Voilà. Écoutez, merci à toutes et à tous. Est-ce que Rémi, vous avez encore quelque chose qui vous travaille et que vous aimeriez dire à nos internautes qui nous regardent, mais qui vont s'impatienter parce qu'ils veulent poser des questions bientôt. Oui. Donc, déjà, on est quand même fiers de nos candidats parce qu'ils sont très représentatifs, je pense, du peuple français. On a vraiment tout type de candidature, tout type de profil. Et surtout, je voulais aussi peut-être parler d'un aspect plus pour le développement de l'UPR, c'est que ces élections législatives vont enfin nous permettre d'accéder au financement public. L'UPR, on n'a pas un rôle, on n'est pas une entreprise à but lucratif, bien sûr, mais malgré tout, il faut de l'argent pour avoir des permanents, pour avoir des locaux, des tracts, des affiches, etc. Et jusque-là, on ne vivait que sur les dons et adhésion de nos sympathisants ou adhérents. Et là, on va avoir accès, en toute logique, si on fait plus de 1% dans 50 circonscriptions, on aura des centaines de milliers d'euros par an. Donc on va pouvoir vraiment se développer et je pense que l'avenir sera radieux pour l'UPR grâce à ça. C'est important de voir que effectivement, ça paraît... C'est un sujet qui est peu évoqué, mais nous, comme on est très franc du collier, on le dit. Effectivement, chaque voix qui sera placée dans une urne
au premier tour, pour un candidat de l'UPR en France et outre-mer et à l'étranger, chaque voix nous rapportera 1,40 € à peu près, je crois, d'argent public à l'UPR, hein, à la structure UPR, par an pendant 5 ans. C'est-à-dire 7 € sur les 5 ans. Une voix. Et donc, si tout va bien, si on fait le même nombre de voix qu'à la présidentielle, ça veut dire qu'on pourrait obtenir un financement public de l'ordre de à peu près 450 000 ou 470 000 € par an, alors qu'en ce moment, on a 0. Ça veut donc dire que l'on pourra effectivement avoir des permanents, avoir un siège beaucoup plus important, parce que le siège de campagne, on va être obligé de le rendre. On l'avait loué pour 6 mois. Ça pourra nous avoir un siège beaucoup plus important à Paris. On aura des permanents. On aura tout un matériel promotionnel, publicitaire beaucoup plus développé. On fera des DVD. On enverra notamment aux adhérents, enfin en fonction du niveau d'adhésion. On aura une gestion peut-être un peu différenciée selon notamment des adhérents bienfaiteurs. On leur enverra peut-être des DVD, des choses comme ça. On aura également, la possibilité peut-être d'ouvrir ici ou là une antenne dans les grandes villes de France, à Lyon, à Nantes, à Lille, à Nancy, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, Marseille. Voilà un petit peu comment on pourrait avoir, une petite structure permanente, un petit local. Et puis c'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose, c'est que le score que nous allons faire au premier tour, de ce score dépendra également ce que le CSA dira aux grands médias français, aux grands médias du pays pendant 5 ans. C'est-à-dire que si nous faisons un score, je ne sais pas, qui est, mettons, 1,5%, par exemple, si on améliore le score de la présidentielle, ça veut dire qu'il y aura une contrainte forte quand même qui pèsera sur les médias pour m'inviter pendant 1,5%. Ça veut dire ça change tout. Hein, je rappelle que normalement ça voudrait dire qu'on pourrait passer, je pourrais passer, ou quelqu'un au nom du père pourrait passer à une matinale par exemple sur une grande télé, une grande radio nationale une fois tous les 15 jours. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser et qu'il faut participer à ces élections. Surtout ne vous abstenez pas. Surtout ne vous abstenez pas. C'est très important, pas seulement pour avoir des députés. D'ailleurs, je pense que dans telle ou telle circonscription, on va peut-être faire des scores importants. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus, ou au cours des semaines qui viennent. Mais en plus, parce qu'il y a ce décompte qui va nous ouvrir la porte des financements publics et de l'accès aux médias. Avant de terminer sur cet aspect des choses, je vois qu'il y a Adrien Riondet qui vient d'arriver. Alors je voudrais que, Adrien, si vous pouvez venir avec nous, vous rejoindre. Donc Adrien, comme vous le savez, est notre directeur de campagne pour la présidentielle, et puis qui s'est transmuté en directeur de campagne pour les législatives. Et donc je vous ai rendu hommage, et puis Rémi aussi, nous vous avons rendu hommage pour le travail accompli. En particulier, vous êtes particulièrement penché, si j'ose dire, sur la question du financement qui était très ardue. C'était extrêmement compliqué parce qu'en fait, les établissements bancaires nous ont refusé depuis janvier l'ouverture des comptes. Donc il a fallu saisir la Banque de France pour faire valoir notre droit au compte. Pour faire valoir notre droit de compte, il fallait des lettres de refus des banques. Donc bien sûr, les banques refusent de nous donner les lettres de refus parce qu'elles savent très bien qu'après, la Banque de France les oblige d'ouvrir les comptes. Donc c'était un tour de force. Il a fallu faire 577 dossiers auprès de la Banque de France et après 577 dossiers auprès des établissements bancaires. Donc on est toujours en train de faire les dossiers pour pouvoir arriver au nombre idéal. Donc voilà, on sera à peu près à 574. Voilà. En tout cas, moi, je voulais remercier tous les candidats et les candidates et tous ceux qui ont répondu présents. Notamment, j'avais passé un appel en Ile-de-France, un appel bénévole pour qu'on vienne nous aider pour pouvoir avancer parce qu'il y a énormément de choses à faire, il y avait énormément de travail et c'est assez magique à l'UPR, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Je me souviens d'un jour, il y avait 30 bénévoles qui étaient présents dans la salle. On ne savait plus où mettre les gens. Il y en avait partout, même dans la cuisine. Il y en avait dans le hall. Enfin, c'était de la folie. Et c'est un peu ça aussi la magie de l'UPR, c'est-à-dire qu'il y a une ferveur, il y a une réponse. Et quand on lance un appel à l'aide, il y a énormément de gens qui suivent et ça fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, je voudrais féliciter tous les candidats et candidates et leur souhaiter à tous une très bonne campagne. Merci. Ce que vient de dire Adrien est très juste. Il y a eu vraiment une formidable mobilisation qui s'est produite. En fait, l'UPR, elle fait renaître ce que la France a de meilleur. Vous savez, les Français, c'est un peuple difficile, considéré comme le peuple
le plus difficile à gouverner au monde. C'est un peuple de râleurs, de gens critiques, de gens extrêmement individualistes. Chacun a son idée. Ce sont les tribus gauloises qui se bouffent le nez. Il y a 365 fromages, etc., etc. Mais, comme je l'ai déjà dit dans des conférences, notamment sur l'histoire, lorsqu'il y a vraiment la patrie en danger, c'est un peuple qui est capable de faire des miracles. Et nous sommes les champions mondiaux du système D. Voilà. Même Jules César l'avait noté dans la guerre des Gaules, je l'ai déjà dit dans certaines de mes conférences. À plusieurs reprises, ça se passait en moins 47 avant Jésus-Christ, à plusieurs reprises, Jules César a failli être détruit. En tout cas, il a perdu énormément de pertes en soldats, parce qu'il l'écrit dans la guerre des Gaules, alors que, sans s'en rendre compte, il ne s'en était pas rendu compte, mais en l'espace de quelques heures, des tribus gauloises qui étaient distantes, des petites bourgades, qui étaient des petits villages gaulois, qui étaient distants de ce qu'on dirait des dizaines de kilomètres de nos jours, eh bien, par magie, avaient réussi à se fédérer en quelques heures, et avaient tendu un piège dans lequel les armées de Jules César étaient tombées. Alors, bon, ce sont des souvenirs de plus de 2000 ans, mais il y a quand même quelque chose comme ça dans la fibre du peuple français et c'est ça qui marche chez nous. On a vraiment un très bon levier qui consiste dans ce génie national du système D. À toutes et à tous, merci. On va marquer une petite pause. Je vois qu'on a déjà 6 adhérents nouveaux. On est à 27 839. Le dernier adhérent qui vient de s'inscrire vient des Alpes-Maritimes. Vous pouvez adhérer en ligne parce que là, il faut maintenant, bien comme vous l'avez compris, c'est pas seulement un satisfecit qu'on vient de faire collectif, c'est que maintenant, c'est la mobilisation générale. Parce que là, il s'agit maintenant de se mobiliser de façon générale pour réussir les législatives à partir de l'acquis des présidentielles. Je vais en parler s'il y a des questions dans un instant. On passe une petite animation pour nous permettre de nous réorganiser pendant ce temps-là. À l'Union populaire républicaine, nous sommes convaincus que la France n'est plus sous le contrôle du peuple. Notre volonté première est donc de rétablir la démocratie. C'est pourquoi nous proposons dans notre programme présidentiel la pleine et entière reconnaissance du vote blanc. En France, lors d'une élection, un électeur inscrit a 4 possibilités d'expression. Soit il vote pour tel ou tel candidat, soit il vote mais en refusant de choisir un candidat. C'est le vote blanc. Soit il met dans l'enveloppe un bulletin non valide, c'est le vote nul, soit il ne vote pas, c'est l'abstention. Une fois les bureaux de vote fermés, on compte le nombre de bulletins. Puisque le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales est connu, on en déduit facilement le niveau de l'abstention. Lors du dépouillement, on met d'un côté les votes pour les candidats et de l'autre les votes blancs et nuls. Les votes blancs et nuls ne sont pas pris en compte dans le décompte des suffrages exprimés. Enfin, on compte le nombre de voix obtenues par les différents candidats. Si on prend l'ensemble des résultats du vote, on obtient cette répartition. Maintenant, gardons uniquement les votes en retirant l'abstention et les nuls. On constate que le gagnant de l'élection est le vote blanc. Mais aujourd'hui, le résultat de l'élection nous est plutôt présenté ainsi. Le fait d'écarter les votes nuls du résultat semble logique. Mais faire de même avec les votes blancs est injuste, car ne voter pour personne indique une volonté de participer à l'élection, mais marque un refus des choix proposés. C'est d'autant plus injuste que, les votes blancs n'étant pas soustraits du nombre total de suffrages exprimés, voter blanc en croyant ne voter pour personne revient en fait à voter à part égale pour tous les candidats. Dans notre programme pour l'élection présidentielle, nous proposons la pleine et entière reconnaissance du vote blanc. Ce qui veut dire qu'une élection à laquelle le vote blanc arriverait en tête serait annulée. Le scrutin serait reporté de quelques mois et tous les candidats de la première élection auraient interdiction de se représenter, ayant été écartés par la majorité des électeurs. Enfin, pour éviter toute fraude, l'Union populaire républicaine propose que l'usage des machines à voter électroniques soit strictement interdit. Les élections s'effectuent au scrutin secret et manuel, au moyen de bulletins de vote en papier, d'urnes transparentes et sous la surveillance des citoyens. Ces propositions permettent d'améliorer l'offre politique et participent au rétablissement de la démocratie.
Sans plus attendre, nous allons passer maintenant aux questions des internautes. Bonjour François Asselineau. Première question posée par Sylvie Jourjon. À quoi bon encore des législatives quand on sait que ce n'est plus l'Assemblée qui décide réellement ? C'est une question un petit peu provocatrice. C'est pas faux. Cet internaute a raison. C'est vrai que l'essentiel des pouvoirs a été transféré à la Commission européenne et aux traités européens et à la Banque centrale européenne. Vous le savez, ça fait 10 ans que je le répète et les Français constatent en nombre de plus en plus nombreux que ce que je dis est vrai. Alors les députés, ils ont quand même un pouvoir qui reste, c'est que ils ont le pouvoir de faire chuter le gouvernement. Il peut y avoir une motion de censure déposée par les députés, et si elle est votée à la majorité des députés inscrits, à ce moment-là, le gouvernement chute. Donc c'est quand même un pouvoir qui reste dans la Constitution, qui découle de la Constitution. Deuxièmement, ils ont aussi quand même le pouvoir de voter les lois. Et même si beaucoup des lois sont des simples transpositions des directives européennes, et vous savez qu'il n'y a pas le choix, lorsqu'il y a une directive européenne, il faut l'appliquer, il y a quand même aussi des lois qui, de façon, je sais pas, pour 20, 30% peut-être, sur des sujets secondaires, mais qui dit sujet secondaire ne veut pas forcément dire un sujet absolument inutile, qui dépendent quand même du vote du Parlement. Par exemple, le vote du budget. Le vote du budget, c'est un des actes très importants d'un Parlement. Le vote du budget s'étale sur plusieurs semaines, c'est quelque chose de très technique. Le budget, dans ses grandes lignes, doit obéir aux instructions venues de Bruxelles. Bon. Mais dans ses grandes lignes. On n'en est pas encore, heureusement, à ce que Bruxelles, ligne par ligne, dise voilà quel montant. Donc il peut y avoir ici ou là, selon les gouvernements, selon les majorités, il peut y avoir des inflexions légères qui sont imputées. Voilà, c'est la raison pour laquelle on peut pas dire quand même que les députés ne servent à rien. Faut pas exagérer. Il peut y avoir aussi la question m'est posée tout à trac, donc je réponds comme ça je travaille toujours sans filet. Mais il y a aussi un autre pouvoir comment appelle-t-on ça, des députés. C'est par exemple 30 parlementaires, notamment 30 députés, peuvent saisir le Conseil constitutionnel s'ils estiment qu'un projet de loi, un projet de loi du gouvernement est contraire à la Constitution. Et vous savez qu'il n'y a pas de saisine autorisée dans notre Constitution, il n'y a pas de saisine du Conseil constitutionnel possible par un particulier ou par un groupe de particuliers. Moi, dans mon programme présidentiel, j'avais prévu de faire modifier la Constitution pour qu'il y ait justement ce pouvoir qui soit attribué à des citoyens. Mais ça n'est pas le cas. Donc, avoir des députés, c'est quand même très important. Et puis avoir des députés, c'est également important pour autre chose. C'est que nous avons un programme pour les députés. D'ailleurs, je signale que vous trouverez le tract général que nous allons distribuer à 3 millions d'exemplaires et qui servira par ailleurs de profession de foi envoyée à 45 millions de Français. Vous le trouvez d'ores et déjà en ligne sur notre site législatif.upr.fr. Vous le trouvez en téléchargement. Vous pouvez l'imprimer, mais de toute façon, en ce moment, il est en train d'être acheminé dans toutes nos délégations. Et vous verrez au verso de ce document, vous verrez les mesures auxquelles s'astreindront les députés UPR si nous parvenons à avoir des députés. Et donc on aura, même imaginons qu'on ait quelques députés. Bon, là, c'est peu probable, mais rien n'est jamais impossible. L'impossible n'est pas français, parce que j'y reviendrai tout à l'heure peut-être. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le premier tour de l'élection présidentielle et actuellement, nous avons le vent en poupe. Moi, je le vois dans la rue, je suis constamment abordé par des gens qui me disent c'est formidable, des gens qui me disent j'ai voté pour vous, des gens qui me disent ah j'ai pas voté pour vous, mais je regrette finalement, j'aurais dû voter pour vous. Bon, donc il y a les esprits évoluent parce que vous avez vu à quoi la scène politique, c'est le désastre partout. Y compris au Parti socialiste bien sûr, mais aux Républicains, au Front National qui se déchire, avec le France Insoumise qui s'insulte avec le Parti communiste qui maintenant a fait alliance, j'ai vu dans la Somme, avec le Parti socialiste et avec ELV, Debout la France qui est en train de se détruire suite à cette décision insensée de M. Dupont-Aignan d'avoir fait alliance avec Madame Le Pen, etc., etc. Donc nous sommes toujours droit dans nos bottes, mais les gens le remarquent. Alors si on avait des députés, les députés, ils pourraient faire quoi? Ils pourraient par exemple faire des propositions de loi. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que pour voter une loi en France,
il y a deux façons. Il y a un projet de loi. Projet de loi, c'est le gouvernement qui élabore, l'administration, grâce à l'administration qui élabore un projet de loi, qui le soumet aux députés. Mais des députés peuvent faire une proposition de loi. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui proposent une loi. Alors, en règle générale, 95 ou 99% de nos lois sont des lois qui émanent du gouvernement, donc sont des lois qui émanent de projets de loi. Mais on peut toujours avoir une proposition de loi. Et nous, si on a des députés, on proposera, comme projet de loi par exemple, on soumettra une idée, je sais pas moi, de faire un référendum d'initiative populaire par exemple, un projet de loi de loi référendaire. Soumettant au référendum des Français la création du référendum d'initiative populaire. Ben ça gênera beaucoup le monde, parce que feront les autres partis politiques, les autres députés? De la même façon, on proposera également l'instauration du vote blanc de plein exercice, avec effet révocatoire. Que feront les autres députés? Vous comprenez? C'est pour ça que même si on est très minoritaire, ça serait formidable si on pouvait avoir quelques députés, parce que, je peux vous dire, ça nous donnerait une tribune nationale formidable, on se ferait entendre. C'est ça qui est très important. Et puis, dernier point, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la participation, un parti politique, c'est fait pour participer aux élections. Un parti politique, c'est fait pour si à chaque fois on trouve une justification pour ne pas participer, ben c'est plus un parti politique, ça devient en fait une espèce de cercle de réflexion. Un think tank, comme on dit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous nous étions présentés aux élections européennes de 2014 et pour lesquelles on se représentera à l'élection européenne de 2019. C'est pas qu'on est pour l'Europe, mais c'est parce qu'on doit participer aux élections, parce que c'est un formidable moyen, on l'a vu pour la présidentielle, de se faire connaître. Je me rappelle, il y avait eu il y a 1 an et demi à l'UPR, il y avait eu quelques petites tensions ici ou là, parce qu'il y avait quelques personnalités qui disaient mais que ça ne servait à rien de vouloir être candidat à la présidentielle, on n'y arriverait jamais, c'est des gens qui partaient battus. Moi j'avais dit mais non, on peut y arriver, on y est arrivé. Alors c'est vrai que j'ai fait un score qui a été jugé décevant, qui est un peu décevant par rapport aux espoirs qu'on avait placés, mais ça nous a donné une formidable caisse de résonance. Et regardez, pendant que je parle, on est maintenant à 27 845. Ça veut dire que depuis que ça a commencé cet entretien, on a 12 adhérents nouveaux qui ont adhéré par Internet. Et vous êtes à même de le faire. Donc, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, comme on dit en français. Et en participant aux élections, à chaque fois, c'est comme un coup de boutoir, un deuxième coup de boutoir, un troisième coup de boutoir dans une forteresse, la muraille finira par céder au 5e ou 6e ou 10e coup de boutoir. C'est comme ça que ça marche. Faut pas se laisser baisser les bras dès le premier revers. Voilà. On profite d'ailleurs au passage pour dire, je sais que mes réponses sont longues, mais je dis des choses qui me paraissent importantes, parce que l'autre soir, là, j'étais avec les candidats de Seine-Saint-Denis, parce qu'on commence en Seine-Saint-Denis, tout le monde s'y met, on va aller faire les marchés, tracter, etc. Et je leur disais, parce que ça m'a traversé l'esprit lorsqu'il y a eu la nomination du gouvernement, lorsqu'il y a eu la nomination de M. Bruno Le Maire, j'ai revu ce qui s'était passé. M. Bruno Le Maire, au moment de la primaire des Républicains, il y a eu 4 millions de Français qui sont allés voter. Ça veut dire qu'il n'y a eu que 10% des électeurs français qui sont allés voter. Et M. Le Maire, il avait obtenu, je crois, je ne sais plus si c'est 110 000 ou 115 000 suffrages. Et je me suis rendu compte que si on ajoute les suffrages obtenus par M. Le Maire, ces élections étaient ouvertes à tous les Français d'ailleurs. Si on ajoute les suffrages obtenus par M. Le Maire, qui est maintenant ministre à Bercy, avec les suffrages obtenus par les 3 autres candidats qui ont fait moins que lui, c'est-à-dire Mme Kosciusko-Morizet, qui avait obtenu, je crois, 106 000 suffrages, avec le suffrage obtenu par M. Poisson, il en avait obtenu 62 000, et ceux obtenus par M. Copé, c'est-à-dire 12 000, on arrive à 280 000 suffrages. C'est-à-dire que moi, finalement, à la présidentielle, avec les 332 000 Français qui ont voté pour moi, eh bien, je suis plus légitime, j'ai eu plus de suffrages de Français que M. Le Maire, plus Mme Kosciusko-Morizet, plus M. Poisson, plus M. Copé réunis. Voilà. Alors certains vont dire oui, mais c'est pas exactement comparable. Oui, je sais bien que c'est pas comparable, mais concrètement, les 332 000 personnes qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle, eh bien, j'espère, si elles me regardent, je leur demande de le faire, j'espère qu'elles vont revoter, pas cette fois-ci pas seulement pour moi dans la 10e circonscription, mais pour nos 574 candidats dans les 574 circonscriptions. Et comme par ailleurs, depuis un mois,
les Français ont commencé à réfléchir, à voir ce qui se passe. Il commence à y avoir, on en parlera peut-être tout à l'heure, les premiers couacs sur le gouvernement Philippe et M. Macron. Et comme je le disais à l'instant, c'est la bérésina dans les autres partis politiques, comme ils voient que nous, on est resté toujours droit. Moi, je n'ai pas fait d'alliance honteuse avec Madame Le Pen. Je n'ai pas non plus appelé à voter pour Monsieur Macron qui est en train de détruire notre pays. Moi, je suis resté conforme à la charte fondatrice. Ils peuvent constater que nous présentons tout ce que comme je l'ai toujours dit, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. J'avais annoncé qu'on serait présent dans toutes les circonscriptions. Les journalistes, quand ils m'écoutaient, je savais bien qu'ils disaient oui, ils parlent toujours. Eh ben voilà. Maintenant, le résultat est sur la table. Il y a peut-être 3, 4 circonscriptions dans lesquelles on ne sera pas. En ce moment, il n'y en a que 3 qu'on a repérées où on ne sera pas. Donc ça veut dire que nous sommes un mouvement qui avance rapidement. Et c'est tous les candidats qui vont être présents à cette élection vont bénéficier de l'élan donné par la présidentielle, de l'énorme notoriété qui a été donnée. Mais aussi, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y aura ma photo sur les affiches électorale avec la photo du candidat, parce que ça fait partie de la personnalisation, c'est comme ça, c'est pas du narcissisme mal placé, c'est comme ça, c'est parce que pour bien ancrer dans l'esprit des populations, il y a encore beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas très très bien, donc c'est pour renforcer la notoriété. Mais on va avoir en plus la notoriété locale d'un certain nombre de nos candidats. Je voyais par exemple en Seine-Saint-Denis, on a dans chacune des circonscriptions des gens qui connaissent du monde, il y en a dans 2, 3 circonscriptions des gens qui sont particulièrement bien implantés, et qui ont des réseaux, qui sont dans des associations, etc., qui nous ont rejoints. Donc, on peut tabler sur le fait que non seulement j'espère qu'on va rééditer le socle de base de la présidentielle, mais qu'on est sur une dynamique supplémentaire de gens qui ont réfléchi depuis un mois et qui se disent maintenant je vais voter pour l'UPR, et puis on va avoir en plus les candidats, les suffrages apportés par chacun des candidats en fonction de leurs connaissances et en fonction de l'ardeur qu'ils vont mettre dans la campagne électorale. Question suivante posée par Johanna Daniel. Bonsoir Johanna. Elle est persuadée que la victoire passe par une couverture médiatique. Elle constate que depuis le premier tour, l'UPR a disparu des médias. Alors elle s'interroge, comment y remédier? Avez-vous une stratégie pour contourner cela? Alors ça c'est tout à fait, c'est une question extrêmement judicieuse. Il se trouve que nous suivons ça comme le lait sur le feu, bien entendu, et que le 17, c'est-à-dire donc il y a 2 jours, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, vient de pondre un document officiel qui explique comment va être organisée la campagne sur les grands médias du pays. Alors, on est en train de vérifier minutieusement à quoi on va avoir droit, mais le fait de présenter 574 candidats et 574 suppléants, normalement, doit nous ouvrir plus de temps de parole à la télévision ou à la radio qu'En Marche, puisque En Marche n'en ont, paraît-il, que, si j'ai bien compris, 26, quelque chose comme ça. Il paraît qu'il leur en manque 51. Donc s'il y avait une justice, et j'espère qu'il va quand même y avoir un petit peu de justice médiatique, normalement, eh bien on devrait avoir un temps de parole. Soyez sûr qu'on va essayer d'y parvenir. Je sais bien quel est le panorama médiatique français. Je suis le mieux placé pour savoir la façon scandaleuse dont j'ai été traité depuis 10 ans, et la façon quand même assez scandaleuse aussi dont j'ai été traité pendant l'élection présidentielle, notamment pendant les 3 premières semaines où c'était une espèce de chasse à l'homme médiatique. Ça s'est arrangé un petit peu vers la fin. Donc je suis le premier à le savoir. Mais il y a une chose aussi que je sais. C'est que il y a un proverbe français qui est très juste qui dit les absents ont toujours tort. Ce que je sais, c'est que si on n'est pas présent aux élections législatives, comme si on n'avait pas été présent aux élections présidentielles, on ne serait rien. On serait absolument inconnu du public. Je le dis parce que parfois il y a des internautes qui écrivent sur notre page Facebook ou qui nous envoient des messages. Il y a énormément de messages de soutien, de félicitations, des messages extrêmement gentils, chaleureux. On les lit tous. Franchement, c'est un grand réconfort. On a parfois quelques personnes critiques qui disent « Vous voyez bien que ça ne sert à rien de participer aux élections, c'est pas ça qu'il faut faire ». Alors les gens qui me disent ça, les gens qui disent non, on va s'abstenir, je dis mais quel va être le résultat concret de ce que vous allez faire? Rien. Les gens qui me disent on va faire autrement, vous allez faire quoi? Vous allez faire la révolution? Bah, allez-y, prenez une Kalachnikov, allez tirer dans le tas, vous serez suivi par qui? Voilà, rien. Il faut arrêter le romantisme. Voilà, la population française, malheureusement, une grande partie de nos compatriotes sont encore
excusez-moi de le dire, mais un peu inerte, un peu avachie devant la télévision. Nous, on est une force montante on est en train de réveiller un pays qui somnolait. Et le réveil se produit rapidement. Je vois que là, on est à 27 851 adhérents maintenant. Depuis le début de ça fait, on a commencé à 33, donc ça fait 18. 18 adhérents supplémentaires depuis le début. Donc les gens se réveillent. Et il y a des gens qui disent oui, moi je vais cultiver mon jardin. C'est très bien de cultiver son jardin. Je vous y invite. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a les meilleurs aliments. Mais il faut être raisonnable. C'est pas parce que vous allez cultiver votre jardin que ça va faire changer la politique gouvernementale. Faut pas exagérer. Donc moi, si quelqu'un a une meilleure idée que moi, je suis preneur. Mais nous savons en fait. Arrêtons de. En fait, tout ça, ce sont souvent des échappatoires pour ne rien faire. Moi j'ai décidé une bonne fois pour toutes, il y a 10 ans, de prendre le taureau par les cornes et de dire, comme je le disais quand j'étais petit, quand j'avais un problème que je n'y arrivais pas, je disais j'y arriverai quand même, parce que je suis quelqu'un de têtu et d'opiniâtre. Et parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont, on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai eu le plaisir de vous les présenter, il a fallu énormément de ténacité, d'opiniâtreté. Ils vous l'ont pas dit, mais Rémi Renaud, Adrien Riondet, Manon, Arnaud, Sylvain, etc., et tous ceux qui étaient là, parfois, et moi, assez régulièrement aussi, on s'est couché à 2h, 3h, 4h du matin, parce qu'il fallait, tellement il y avait de travail. Donc le travail finit toujours par payer, hein, comme disent les Chinois. Le ciel ne se montre jamais ingrat pour celui qui se donne du mal. Question suivante, posée par Jordi Moreno, question juridique. Pensez-vous que Macron, dans le cas de manifestations violentes contre les lois ultralibérales qu'il imposera, puisse aller jusqu'à se donner les pleins pouvoirs par l'article 16 ? Il y a beaucoup de bonnes questions ce soir, dites-moi. C'est une bonne question. Je suis d'ailleurs, je crois, l'un des seuls, sinon le seul, pendant la campagne présidentielle, à avoir rappelé ce qu'était le pouvoir du président de la République, et notamment la détention de la force nucléaire, et puis l'article 16, il peut prendre les pleins pouvoirs. J'ai été le seul. J'ai été le seul à le dire. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, M. Macron, potentiellement, peut mettre en œuvre l'article 16 qui lui accorde les pleins pouvoirs. Alors, les pleins pouvoirs de la Constitution sont quand même encadrés par la Constitution. Il faut d'abord saisir officiellement le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Français n'ont pas intérêt. C'est une raison encore supplémentaire pour que les Français ne votent surtout pas pour En Marche, pour pouvoir, comment dirais-je, calmer les ardeurs parfois un peu hystériques de M. Macron. On l'avait vu dans certains de ses meetings. Donc c'est très important, il est de salubrité publique de voter massivement pour notre mouvement et surtout pas pour En Marche. Ne succombez surtout pas aux sirènes des gens qui vous disent qu'il faut lui donner une majorité pour. Non. Il faut absolument qu'il ait un contre-pouvoir, parce que déjà il a tout le monde avec lui, et toute la presse. La presse, ça lui suffit pas. Vous avez vu, il est en train en ce moment d'essayer de tuer ce qui reste de liberté d'expression en France. Et déjà, il a des médias qui passent son temps à chanter ses louanges, et c'est encore pas assez. Donc, pour revenir à mon propos, il doit consulter, mais ça n'est qu'un avis, mais bon, s'il y avait un avis formellement contraire du président de l'Assemblée nationale, ça ferait mauvais genre. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, je crois, il me semble qu'il y a peut-être aussi le président du Conseil économique et social, je ne me rappelle plus, c'est possible, Conseil économique, social et environnemental. Et puis, le président de la République peut prendre les pleins pouvoirs. Mais d'abord, il doit faire une annonce à la nation, et puis ensuite, c'est limité dans le temps. Mais cet internaute a raison. Malheureusement, il n'y aurait pas de possibilité, s'il le faisait, de s'y opposer réellement. Il faut savoir quand même que dans l'histoire de la Ve République, cet article 16, la Ve République qui est née en 1958, donc nous allons fêter l'année prochaine le 60e anniversaire de cette Constitution. La Ve République va devenir l'un des régimes les plus longs de l'histoire de France depuis la Révolution française, seulement dépassé par la Troisième République qui a duré de 1871-72 jusqu'à 1940. Donc d'ores et déjà, la Ve République se rapproche en durée.
Il faut savoir qu'au cours de cette durée de 60 ans, pour l'instant, l'article 16 n'a été mis en œuvre qu'une seule fois. Une seule fois, par Charles de Gaulle, en 1962, au moment de ce qu'on a appelé le putsch des généraux d'Alger. Bon, c'est-à-dire il y avait 4 généraux qui avaient fait une espèce de putsch militaire, un pronunciamento, comme avait dit le général, pour s'attribuer le pouvoir qui ne leur était pas dû à Alger, pour s'opposer au pouvoir de Paris. Donc il s'agissait quand même de... La France était en train de virer à la guerre civile. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y aurait quand même, si M. Macron voulait prendre les pleins pouvoirs alors qu'il y a simplement des manifestations de rue, même si elles dégénèrent, ça serait pour que les pleins pouvoirs, normalement, ne s'appliquent que s'il y avait une rébellion armée ou une guerre civile qui éclatait réellement dans le pays ou éventuellement une sédition fomentée par l'étranger. Je pense que ça serait difficile à M. Macron de faire valoir ça s'il y avait des manifestations. Mais enfin, il faut être vigilant, surtout avec un monsieur qu'on ne connaît pas, je l'ai dit l'autre fois. Finalement, on ne sait pas comment il réagira devant des crises très graves. C'est une raison supplémentaire pour dire autour de vous qu'il faut absolument voter pour quelqu'un qui ne soit pas le candidat d'En Marche, mais au contraire un candidat citoyen sorti du seul mouvement citoyen d'importance, c'est l'UPR, un mouvement qui est, franchement, il n'y a rien à reprocher à notre mouvement, à partir du moment où il y a des gens qui critiquent notre positionnement, ça d'accord, mais personne ne peut nous accuser depuis 10 ans d'avoir fait preuve de mensonges, de duplicité, de trahison, jamais. On a toujours dit ce qu'on faisait et toujours fait ce qu'on disait. Ce Facebook Live se poursuit avec la question de Pur Indica. Bonsoir, monsieur Asselineau. Les Jeux de la francophonie vont se tenir à Abidjan en juillet 2017. Comptez-vous y envoyer des représentants ? Ça, c'est encore une bonne question. Pour être honnête avec vous, je n'y avais pas songé, parce que nous sommes en ce moment un petit peu submergés par la question de la présidentielle et des législatives. J'en profite au passage pour signaler d'ailleurs que l'élection présidentielle n'est pas achevée. Il y a 2 personnes là dont je parle peu, dont je n'ai pas parlé, et je voudrais aussi leur rendre hommage de l'équipe de campagne. C'est Catherine Gargasson et c'est Benjamin Nard qui sont là en train d'écluser toute une série de documents administratifs qu'il faut présenter à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques pour la présidentielle. Donc ne croyez pas que la présidentielle soit terminée. En termes administratifs, c'est un travail considérable. Et le travail pour les législatives, on vous en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on a été un petit peu dépassé. Peut-être par ce genre d'événement que, vrai dire, je ne connaissais pas. C'est une bonne idée. Pourquoi pas? Il faudra vérifier un petit peu quelles sont les conditions d'accès. Est-ce que si ce sont des jeux, est-ce que ce sont je ne sais pas qui peut y participer. Mais pourquoi pas? Je trouve que c'est une bonne idée. Je la mets derrière ma tête. Question suivante posée par Benjamin Baudiot, si elle arrive. Monsieur Asselineau, comment sera investi l'argent public touché par l'UPR suite aux législatives? Quel emploi va-t-il en être fait afin de faire progresser l'UPR dans les années à venir? Merci. Alors, j'en profite pour parler d'argent, encore. Mais c'est important, c'est le nerf de la guerre. Bon. Il y a quelque chose qu'il faut quand même savoir. On a été finalement... on a encore été un petit peu trop modeste tout à l'heure dans la présentation. C'est que nous n'avons pas du tout demandé d'argent à nos candidats, ni à nos suppléants. C'est-à-dire que c'est l'UPR qui prend à sa charge tous les frais. C'est-à-dire les frais des affiches officielles, et puis le tract et la profession de foi. C'est pour ça que, on va avoir d'autres tracts qui vont arriver, mais c'est nous qui prenons ça en charge. Les candidats vont s'occuper par eux-mêmes de coller les affiches sur les panneaux électoraux officiels ou ailleurs. On va également d'autres affiches génériques qui vont parvenir. Pour limiter les frais, on a décidé d'avoir une seule profession de foi donc pour les 574 candidats. C'est évidemment un petit peu dommage, bien entendu, puisque les gens vont recevoir dans leur enveloppe, ils vont recevoir certains partis très riches, ils vont avoir une profession de foi différente par circonscription. On verra la photo du député. Nous, on a une photo, je suis dessus, et puis il y a une série de candidats dont on a mis la tête derrière moi. Donc il y a une quinzaine de personnes, une vingtaine de candidats.
Mais voilà, on n'a pas pu mettre toutes les photos. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que les économies sont énormes. Parce que faire un seul document en 46 millions d'exemplaires, 47 millions d'exemplaires, c'est beaucoup moins cher que de faire 577 documents en 100 000 exemplaires. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais j'insiste sur le fait qu'on n'a donc pas demandé d'argent aux candidats. Alors que dans la quasi-totalité des autres partis politiques, ils demandent de l'argent aux candidats. Ça, vous ne le savez pas. Mais ils font cracher au bassinet, pour parler un petit peu de façon populaire. Ils font cracher au bassinet les autres. On m'a dit, je n'arrive pas à le croire, mais qu'il y aurait, pour En Marche, ils auraient demandé plusieurs milliers, peut-être même dépassant des dizaines de milliers d'euros à chaque candidat pour être candidat, pour payer leur truc. Nous, on n'a pas voulu faire ça, parce que moi, je veux que l'UPR reste un mouvement authentiquement citoyen, authentiquement populaire, et que des gens qui ont très peu de moyens financiers puissent être candidats, à l'instar de quelqu'un qui est très aisé. Alors, j'en profite quand même pour dire au passage que parmi nos candidats, il y a quand même certains qui savent qu'il est de tradition qu'un candidat donne de l'argent quand même, contribue au financement de la campagne. On a d'ailleurs un certain nombre de candidats, et je les en remercie, qui nous ont fait des dons de 300 €, 500 €, 1000 €, etc., pour participer à la campagne. S'il y a d'autres candidats qui m'écoutent, et les suppléants, voilà, ils savent ce qu'il leur reste à faire. S'ils ont un petit peu d'argent, je précise que les 2/3 pourront être déduits de leur impôt sur le revenu de l'année prochaine. Donc, s'ils peuvent mettre 50 €, 100 €, multiplié par 1148 candidats, c'est évidemment très important pour nous. Donc, j'en profite pour le dire. Mais, j'insiste là-dessus. Chez nous, à l'UPR, on peut être candidat aux législatives sans avoir d'argent et en étant simplement candidat, en étant simplement adhérent. Et les gens qui n'ont pas d'argent ou qui ne peuvent pas nous donner d'argent, ils ne le donneront pas. Alors, pour répondre à la question qui était un petit peu différente, mais j'en ai profité pour dire ça, parce que ça me tenait à cœur, et parce que ça nous distingue totalement des autres partis politiques. Et on a d'ailleurs toujours procédé ainsi, c'était pareil aux européennes. Pour répondre à la question, nous allons normalement être défrayés pour l'élection présidentielle de quelque chose comme 800 000 €. Je n'ai pas atteint les 5% nécessaires pour que tous nos frais soient pris en charge, mais la loi a prévu que tout candidat à l'élection présidentielle est remboursé d'environ, je ne sais plus le chiffre exact, mais le nombre exact, ça doit être à peu près 800 000 €, à condition que les comptes soient validés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. Nous, l'élection présidentielle, on l'avait budgété à 800 000 €, ça a coûté plus cher, un petit peu. Je ne sais pas encore combien, on est en train de faire tous les comptes. On a fait des réunions, quand même des très grandes réunions, il y a eu énormément de gens, les gens étaient très très contents. On a quand même fait beaucoup de choses, donc ça a coûté certainement un petit peu plus cher que 800 000 €. C'est peut-être 900 000, 1 million, on le saura dans quelques jours quand on aura fait tous les totaux, mais enfin, en gros, on sait qu'on a dépassé. Donc normalement, on va récupérer à peu près 800 000. On va donc être déficitaire de 100 ou 200 000 € sur la présidentielle. Mais quand je dis ça, c'est que je dis normalement. Ça veut dire que pour récupérer ces 800 000 €, il faut justement faire tout le travail administratif que Catherine Gargasson ou que Benjamin Nard ou que nos experts comptables, nos commissaires aux comptes sont en train de faire pour montrer des comptes qui sont absolument impeccables. Et cette somme de 800 000 € ne sera versée à l'UPR que dans plusieurs mois, peut-être même l'année prochaine. Donc entre les deux, il y a ce qu'on appelle un problème de trésorerie. Donc pour l'instant, nous, on a mobilisé l'argent qui a été payé avec l'argent qu'on a levé, les fonds que nous avons levés. Maintenant, on est aux législatives. Les législatives, on avait fait un budget un petit peu à minima. On se disait, on aura peut-être 400 candidats. Finalement, on a l'objectif fixé qui est de 574. Donc, comme je l'ai annoncé, on a décidé d'augmenter la collecte. Au lieu de rechercher 1 800 000 €, maintenant, nous nous sommes fixés 2 400 000 €. On a rajouté donc 600 000 €, donc 33% supplémentaires au budget. D'ailleurs, nous avons dépassé les 1 600 000 € collectés depuis le mois de décembre. La collecte, ce sont les gens qui adhèrent. Alors là, je vois qu'on est à 27 858, donc ça veut dire qu'il y a eu 25 nouveaux adhérents depuis que j'ai commencé cette émission. Mais il y a eu aussi des donateurs. Tous les jours, on a des donateurs. Puis il y a aussi les adhérents, parce qu'une fois qu'on a adhéré une année, l'année suivante, il faut verser sa cotisation,
qui est de 30 €, la cotisation moyenne normale 10 € pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, notamment les étudiants, les chômeurs, etc. Mais il faut verser sa cotisation. Donc tout ceci, c'est de l'argent qui est comptabilisé dans cette levée de fonds. Avec ces 2 400 000 €, j'espère qu'on en arrivera à financer toute la trésorerie pour toutes les dépenses qui sont engagées, qui sont quand même des dépenses lourdes, hein, parce que c'est quand même lourd de prendre en charge les 574 candidats. Alors, la question qui était posée, si j'ai bien compris, elle allait encore au-delà, puisqu'elle disait, imaginons par exemple que nous fassions 350 000 suffrages aux législatives, et j'espère honnêtement qu'on va faire bien davantage, pour les raisons que j'exposais tout à l'heure de dynamisme, plus chaque candidat sur place va rajouter sa notoriété à la mienne, si j'ose dire, donc ça va faire boule de neige. Donc si on faisait plus, même si on faisait 350 000 suffrages, vous multipliez ça par 1,40 €, ça doit faire quelque chose comme à peu près 450 à 500 000 € par an. Alors cet argent, c'est pas de l'argent qui me sera donné à moi, hélas. C'est de l'argent qui sera donné à l'UPR. Et l'UPR, donc avec cet argent, d'abord elle doit présenter les comptes. Hein. C'est un parti politique. Les comptes doivent être validés par un expert comptable, puis par 2 commissaires aux comptes différents, pour ouvrir droit ensuite, d'ailleurs, au dégrèvement fiscal. Donc, il faudra présenter les comptes de ce qu'on aura fait de cet argent. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'on envisage ? On a un siège rue Erard à Paris 12e, beaucoup de gens le connaissent maintenant, c'est un tout petit siège. Il est très bien pour ce qui nous a été très utile dans les débuts, depuis 2 ans ou 3 ans qu'on y est, mais il fait 45 mètres carrés sur 2 étages avec un étage en sous-sol. Donc il est évident qu'il n'est plus à la taille maintenant de l'UPR. C'est une location. Par ailleurs, nous avons loué des locaux de campagne, un appartement de 200 mètres carrés de bureau, avenue de Wagram, d'où je vous parle, qui était le siège de campagne, qu'on avait obtenu à un tarif vraiment intéressant et pour une location précaire de 6 mois. On va donc quitter ces locaux fin juin. C'était très important pour nous, pour la présidentielle et pour les législatives, d'avoir d'abord des bureaux beaucoup plus grands, et puis dans un quartier pas très loin d'Europe 1, de RTL, etc., pas très loin du Triangle d'Or. Donc ça donnait une certaine crédibilité. D'ailleurs, les journalistes qui venaient ici, beaucoup de journalistes sont venus, ont été surpris. Il faut voir d'où on vient. Ils pensaient que nous n'existions pas, donc ils ont été très surpris. Néanmoins, nous allons libérer les lieux. Alors, la première chose que nous allons faire à partir du mois de juin, c'est de chercher des nouveaux locaux. J'en profite d'ailleurs, il y a peut-être des gens parmi ceux qui m'écoutent qui en connaissent. Nous cherchons des locaux qui seraient donc le siège de l'UPR, si possible en rez-de-chaussée avec au moins un linéaire de vitrine sur une artère passante, si possible une grande avenue, un boulevard, une place, quelque chose d'assez passant pour qu'on soit bien visible, qui ne soit pas trop loin d'un métro, et qui soit dans Paris intramuros, assez facile d'accès, et où il y ait à peu près au minimum 250 ou 300 mètres carrés de bureaux, avec si possible également une salle où on pourrait, comme ici, la transformer en studio d'enregistrement. Voilà. Peut-être on pourra aller jusqu'à 350 ou 400 mètres carrés sous forme d'un bail 369. Voilà. Donc ça, avec l'argent qu'on va récupérer, plus les deux locations que nous allons terminer, je pense qu'on pourra s'offrir ça. On pourra également embaucher peut-être quelques permanents supplémentaires, c'est possible. Il est possible également, peut-être, je proposerai ça au Congrès, que le président de l'UPR, c'est-à-dire moi, puisse demander à être rémunéré. Parce qu'actuellement, je ne suis pas rémunéré. Et comme je ne suis pas rémunéré non plus par mon ancien employeur, puisque je me suis mis en disponibilité pour convenance personnelle, c'est-à-dire que je ne gagne plus d'argent, j'ai donc dû solliciter un prêt auprès de ma banque avec un taux d'intérêt important, etc. Donc, et puis en ce moment, je restreins les dépenses. Donc, si je pouvais avoir une rémunération également, ça serait bien. Ça pourrait me permettre d'être à temps complet pour ce mouvement politique. Sinon, il n'y a pas de mystère. Il y a un moment ou un autre, il faudra que je revienne dans mon corps d'origine parce que je ne suis pas milliardaire. Et puis, il y a d'autres personnes que l'on pourra embaucher. Et puis, surtout, je voudrais aussi, comme je l'ai dit, essayer d'avoir une antenne de location dans quelques grandes villes de France. Et puis aussi et surtout avoir beaucoup
de matériel promotionnel, des DVD, des tracts, des brochures d'information, etc., au maximum. Tout ceci, ça va nous coûter de l'argent. Vous savez, les 450 ou 500 000 euros qu'on va avoir, peut-être bien davantage, ça dépend de vos votes, ils seront de toute façon bien utilisés, soyez-en certains. Une nouvelle question posée par Jacques. Bonsoir. Dans sa campagne, M. Macron a fait attention à ne pas critiquer ses adversaires. Et on comprend que Jacques aurait aimé que vous en fassiez autant, M. Asselineau. Il demande, est-ce que la pratique de la critique peut nuire à la stature d'un futur président ? Alors, la comparaison que cet internaute fait, je note qu'il ne l'a fait que pour M. Macron. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que Mme Le Pen ne s'est pas gênée pour critiquer autrui, mais c'est également le cas de M. Mélenchon, c'est également le cas d'à peu près tout le monde. En réalité, il y a une corrélation très forte entre la façon dont on est traité par les médias et la façon dont on leur répond. Moi, lorsque j'ai été pendant la campagne électorale, constamment, du moins pendant les 3 premières semaines, constamment on m'a dit « Alors, finalement, vous êtes d'extrême droite, vous êtes comme le Front National », qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que de dire « Non, je ne suis pas comme le Front National ». Moi, je ne sais pas. Il fallait que je sois comme ça, en ne disant rien, en ayant un sourire benêt et en disant « Ben voilà, pensez printemps, les amis ». Non, je n'étais pas dans la même position que M. Macron. Si j'avais eu des journalistes à la botte comme il a eu, des journalistes qui avaient dit « Monsieur Asselineau, vous êtes un génie, vos analyses sont extraordinaires, elles éblouissent le monde entier de vos compétences, etc. » J'aurais pu dire « Pensez printemps, les amis », ça c'est vrai, j'aurais pu le faire, et je ne me serais pas égaré à critiquer les autres. Mais c'est parce que constamment, on m'envoyait dans les pattes Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, ou éventuellement Monsieur Mélenchon, que j'ai bien été obligé de le dire. Et puis par ailleurs, il n'y avait pas que ça. Il y avait quand on m'expliquait, par exemple, que mon programme était délirant, j'étais bien obligé de me défendre. Je voudrais que cet internaute réfléchisse à ce petit incident, mais qui a pu me coûter les voix, qui a eu lieu sur TF1 lors du deuxième passage. Lors du deuxième passage, j'ai été d'un seul coup, attaqué par un banquier qui était un banquier de la City londonienne, un Français expatrié à Londres, et dont on a présenté devant les peut-être 5 ou 6 millions de téléspectateurs de TF1 20h, et qui m'a dit « Mais monsieur Asselineau, moi je suis un banquier à Londres, je peux vous dire, vous savez très bien que si la France sort de l'euro, ça serait une catastrophe, une apocalypse, etc. » Ça, c'était une attaque venant d'un banquier prétendument. Et puis après, on m'a donné la parole, et j'ai commencé à répondre, au bout de 20 secondes, on m'a dit « Non, mais il y a d'autres sujets. » Donc concrètement, j'ai subi une attaque d'un banquier à Londres, et à laquelle je n'ai pas vraiment pu répondre de façon circonstanciée comme j'aurais pu le faire si on m'avait accordé plus de temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce banquier, ce n'était pas un banquier comme ça. Ce banquier faisait partie de l'équipe Juppé. Il s'appelait Monsieur David Blanc, de mémoire. Ce banquier, il représente les intérêts de la banque de la famille princière de Liechtenstein à Londres. Allez vérifier. Cette banque, d'ailleurs, a fait l'objet de poursuites elle a été mise en cause sur des affaires d'évasion et de fraude fiscale au niveau européen. Voilà ce que représentait ce banquier. Mais ce banquier avait fait partie de l'équipe de campagne d'Alain Juppé au Royaume-Uni pour les Français de l'étranger et a circulé sur Internet il y a quelques jours, je vous y renvoie, une photo où l'on voit ce banquier, M. David Blanc, bras dessous avec le nouveau Premier ministre, M. Édouard Philippe. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes de Juppé ou celles de Macron, ils m'ont attaqué. Mais ils ont tellement de réseaux qu'ils pouvaient se donner le luxe d'apparaître comme des enfants de cœur, mais faisant attaquer par des tiers. Voilà, parce que les tiers, eux, ils ont accès aux médias. Moi, le problème, c'est qu'avec moi qui avait accès aux médias. Et je n'avais pas sous le coup d'un banquier qui aurait pu être invité au TF1 20h pour aller flinguer M. Macron. Voilà. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire que ce procès qui m'est fait n'est pas juste. Il est injuste parce qu'il ne tient pas compte des différences de situation dans lesquelles nous sommes. Pour le reste, je suis bien d'accord avec vous que si je pouvais m'empêcher de critiquer tel ou tel, je le ferais très volontiers. Mais le problème, c'est que je suis bien obligé de répondre aux attaques qui me sont faites. J'ajoute d'ailleurs en général que lorsque les gens me critiquent, c'est très souvent, je ne sais pas si c'est le cas de cet internaute,
Mais c'est très souvent parce que nos critiques viennent juste. Voilà. On a eu une recrudescence il y a quelques jours de ce type de critique qui m'a été faite, tout simplement parce que j'ai pointé du doigt ce qui vient de se passer au Front National avec M. Le Pen qui a décidé de lancer 200 candidats contre sa propre fille. Alors même que la structure Cotelec, dont il est le président, a financé la campagne électorale de sa fille. Et donc moi j'ai montré que derrière tout ça, ça sentait très mauvais. Eh bien heureusement que je le dis, heureusement que l'UPR est là pour expliquer aux Français à quoi sert en effet le Front National. Et que les gens me disent qu'on n'a pas à critiquer les autres, je m'en fiche éperdument. Il y a énormément de Français, beaucoup de gens qui nous rejoignent, qui sont très contents de comprendre enfin à quoi sert le Front National. Ce Facebook Live se poursuit avec la question de Chesque. Bonsoir Président. Trouvez-vous significatif que la Commission européenne ne se contente plus de publier les GOPÉ au journal officiel, mais de faire une conférence de presse pour les annoncer? On rappelle que les GOPÉ, ce sont donc les grandes orientations de politique économique. Ben oui, c'est significatif, bien sûr. Alors, pour tout vous dire, j'espérais que ce soir, on aurait pu commenter ce qu'ils appellent les recommandations annuelles, ou qu'on peut appeler aussi les grandes orientations des politiques économiques, la GOPÉ, parce que ça devait sortir ces jours-ci. C'était prévu pour sortir le 17 ou le 18. Nous voici aujourd'hui, donc nous sommes le 19, sauf erreur de ma part. C'est toujours pas sorti. Mon petit doigt me dit que peut-être ça ne va sortir qu'après les élections législatives. Parce qu'évidemment, si ça sort maintenant, eh bien nous, on pourra dire, bah voilà le programme de M. Macron. Et comme tout le monde écoute, ils écoutent beaucoup, hein, l'UPR. Nous, quand on voit les connexions qui viennent sur le site de l'UPR, on est très impressionné par voir d'où ça vient, y compris de la Commission européenne, y compris de Matignon, etc. Donc, il est tout à fait possible que cette fois-ci, ça sorte fin juin. Voilà, on verra. Normalement, c'est quand même prévu pour ces jours-ci. Que ça sorte ces jours-ci ou fin juin, de toute façon, nous les commenterons en français. De toute façon, même si ça ne sort que fin juin, pour l'instant, ce sont celles du mois de mai 2016, du 18 mai 2016, qui continuent à s'appliquer et que j'ai expliqué dans mes réunions publiques. En tout cas, n'en doutez pas, je présenterai aux Français ce rapport sur les grandes orientations des politiques économiques. Et pour conclure sur cette question, vous avez noté effectivement qu'il y a eu M. Juncker, puis M. Moscovici, qui sont allés chacun de leurs exigences en matière notamment de respect des traités européens, des nécessités de respecter notamment les contraintes fixées par le rapport des GOPÉ. J'en ai parlé dans mon dernier entretien d'actualité, je vous y renvoie. Les Français vont découvrir, dès cet été sans doute, et à l'automne, ils vont découvrir ce qu'ils ont fait en votant Macron. Une question posée à présent par Céline Poilane. Monsieur Asselineau, avez-vous des retours concernant les négociations du Brexit? Sont-elles encourageantes par rapport à votre propre projet de Frexit? Alors, comme je me permets de le rappeler, le Frexit que nous avons en projet n'est pas exactement la même chose que le Brexit, puisque le Royaume-Uni, qui s'est toujours arrangé pour avoir des exceptions, le Royaume-Uni n'était pas et n'est pas dans l'euro, et le Royaume-Uni n'était pas et n'est pas dans Schengen. Donc le Royaume-Uni, en fait, c'est un Brexit, mais il n'a pas notamment la question de l'euro et de Schengen à régler. S'agissant de Schengen, je l'ai dit, je le redis, Schengen, on pourrait en parler plus longuement d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai répondu à quelqu'un sur Internet, là, il y avait une question là-dessus. La question de Schengen mériterait peut-être une question spécifique sur ce sujet. C'est quand même quelque chose de très disjoint de la question de la participation à l'Union européenne, puisque je rappelle qu'il y a des États qui sont dans Schengen et qui ne sont pas dans l'UE. C'est le cas de la Suisse, de l'Islande ou de la Norvège. Et réciproquement, des États de l'UE qui ne sont pas dans Schengen, c'est le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande. Nous, ce qui diffère également du Royaume-Uni, c'est que nous voulons également sortir la France de l'OTAN. Alors que le gouvernement de Mme May et les Britanniques ne veulent pas du tout sortir de l'OTAN. Donc, on a des points communs, on a aussi des points de divergence. Ce qui est en train de se passer, en tout cas, c'est que les choses se passent globalement, ça devrait se passer bien, mais c'est la Commission européenne qui, notamment sous la houlette de M. Michel Barnier, qui est un Français, qui a été chargé spécifiquement de mener ces négociations. Enfin bon, M. Barnier, je pense qu'il supervise l'exécution. Je pense qu'il a affaire avec lui, il y a
il doit y avoir quelques roquets à la Commission européenne qui essaient de trouver tout ce qui peut nuire à la Grande-Bretagne. Alors tout ceci, si vous avez suivi l'actualité, il y a eu un déjeuner au 10 Downing Street, à la résidence du Premier ministre à Londres, il y a une quinzaine de jours, où Madame Theresa May, la première ministre britannique, a reçu M. Juncker. Et semble-t-il que ce déjeuner ne s'est pas passé très très bien, puisque M. Juncker, entre deux verres de whisky comme à son habitude, donc ça n'était pas fait pour arranger les choses, a semble-t-il fait preuve d'une morgue tout à fait exceptionnelle face aux demandes de Madame Theresa May. Il y a des gens à Bruxelles qui essayent de jeter de l'huile sur le feu parce qu'ils ont très peur de la contagion. Donc ils veulent faire croire aux autres peuples d'Europe, notamment aux Français, mais pas seulement, aux Tchèques, aux Néerlandais, aux Autrichiens, aux Polonais, aux Grecs, aux Finlandais, tous ces peuples qui ont envie de sortir de l'Union européenne. Il est très important qu'ils leur fassent croire que ça se passe très très mal avec le Royaume-Uni. Mais pour l'instant, très concrètement, à part le fait qu'il y a eu une prise de bec, notamment par médias interposés, il s'est passé quoi? Il s'est passé que la situation au Royaume-Uni ne cesse de s'améliorer. Le chômage est quasiment, je crois, au plus bas depuis des années et des années. La croissance a redémarré. En termes macroéconomiques, tout va très bien. Et il y a eu un sondage qui a été fait au Royaume-Uni. Alors ça vaut ce que ça vaut. Il paraît qu'au Royaume-Uni, maintenant, il y a, je crois, 65 ou 67%, les 2 tiers des Britanniques qui veulent maintenant que le Brexit aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que plus le temps passe, et plus les Britanniques se sont rendus compte que la terreur qu'on leur avait dit, vous allez voir ce qui va se passer si jamais vous votez pour le Brexit, ils constatent que c'est l'inverse qui se produit, et ils voient en revanche le côté mauvais joueur, mauvais perdeur de la Commission européenne. Donc pour l'instant, je crois que les choses se passent bien du point de vue macroéconomique, mal du point de vue politique, puisque la Commission européenne essaye de pousser le bouchon très loin, en exigeant des sommes faramineuses, en menaçant à droite et à gauche. Ça n'aura qu'un temps, parce que là-dedans, c'est « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». C'est très important à comprendre. Une nouvelle question posée par un internaute, Geek et bien, qui pose une question à propos de l'Union européenne. Alors bonjour Président, l'Union européenne réclame 100 milliards d'euros à Theresa May. Qu'en pensez-vous? Ça fait la jonction avec la question précédente. Je terminais presque là-dessus, c'est ça que j'avais à l'esprit justement au moment où j'ai terminé. C'est qu'effectivement, on a beaucoup entendu dans la presse, le Royaume-Uni va devoir payer 100 milliards d'euros. D'abord, on avait dit 50 à 60. Puis après, c'est passé à 100 milliards d'euros. Bon. Le Royaume-Uni, vous vous rendez compte, alors on veut faire peur aux Français en disant, vous vous rendez compte, ils vont payer 100 milliards d'euros. Ce qu'il faut que les Français comprennent, c'est qu'est-ce que c'est que ces 100 milliards d'euros qui sont réclamés, en fait? D'où ils sortent? C'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 100 milliards ou 60 milliards, on ne sait plus où on en est, je crois que c'est quelque chose, ça ne doit pas être très loin de 70 milliards, c'est l'argent que le Royaume-Uni s'est engagé à verser à la Commission européenne chaque année, jusqu'en 2000, je crois, qui est le 2000, je sais plus, c'est la fin du budget pluriannuel de l'Union européenne. C'est ça. C'est-à-dire que cet argent, si le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, elle devra le dépenser. Les Britanniques devront les payer. Donc, ce que disent la Commission européenne, elle dit... en fait, c'est exactement... Imaginez quelqu'un qui irait à l'hôtel, voilà, et puis qui reste pendant... Il s'engage pour rester pendant 3 semaines, ou 1 mois. Voilà, 1 mois à l'hôtel pendant les grandes vacances. Bon. Et puis au bout de 3 semaines, il décide, finalement, il pleut, je vais rentrer chez moi. Et donc il dit, voilà, je vais vous régler les 3 semaines. Et l'hôtelier dit, non, pas du tout, vous allez me régler les 4 semaines. C'est exactement ça. Alors là, vous êtes dit, attendez, il y a la dernière semaine, je ne serai pas là, je ne vais pas vous payer. Ça, c'est le raisonnement britannique. Et le raisonnement de la Commission, c'est non, pas du tout, vous êtes engagé pour 4 semaines, donc vous allez payer la 4e semaine, même si vous n'êtes pas là. C'est ça, le truc. Alors, vous voyez quand même à quel point on présente la chose de façon invraisemblable aux Français. On a l'impression que c'est une amende qui va être payée, alors que de toute façon, le Royaume-Uni aurait dû le payer. Là où les choses se corsent, c'est qu'il semble que la Commission européenne dit « Eh bien, vous allez payer la dernière semaine de l'hôtel, si j'ose dire,
Mais de toute façon, comme vous partez, de toute façon, on va louer, pas question que vous bénéficiez de l'hôtel. Parce que peut-être si un hôtelier vous force à payer la dernière semaine, vous allez dire, bah, puisque je paye, bah, je reste. Non. C'est-à-dire, vous comprenez ma métaphore, ça veut dire que la Commission européenne est en train de dire, vous nous devez encore 70 milliards d'euros jusqu'à la fin du budget pluriannuel qui doit se terminer, je crois, en 2000. Vous nous les devez de toute façon, mais une fois que vous serez parti, vous n'aurez rien. Vous n'aurez plus aucune prestation de l'Union. Imaginez pour la France. La France, vous le savez, je l'ai dit et redit, la France, elle verse bon an, mal an à peu près 23 milliards d'euros à l'Union européenne. Ça veut dire que cette année, en 2017, on va verser 23 milliards d'euros. En 2018, 23 milliards d'euros, ça fait 46. En 2019, 23 milliards d'euros, ça fera donc 69. Et en 2020, 23 milliards d'euros, ça fera donc 80, 69 et 20, ça fait 89, ça fera 92 milliards d'euros. On est dans les chiffres qui sont évoqués. Il faut bien comprendre qu'actuellement, la France, elle s'est engagée, les gouvernements, dans votre dos, se sont engagés à verser encore 92 milliards d'euros à l'Union européenne jusqu'en l'an 2020, à la fin du budget pluriannuel. Voilà. Et si, moi je dis que nous devons sortir de l'Union européenne, ce qui se passerait, c'est que les gens de la Commission disent « vous nous devez encore 92 milliards d'euros ». Alors à ce moment-là, je dirais « oui, mais attendez, à ce moment-là, donnez-nous la contrepartie, puisque je rappelle qu'on reçoit 14 milliards d'euros chaque année, ça nous coûte 9 milliards net. Et c'est comme si la Commission disait « non, les 14 milliards, vous pouvez aller vous faire cuire un œuf, vous ne les aurez pas ». Donc c'est du racket. Voilà. Donc la position du gouvernement britannique, c'est de dire « il n'est pas question, nous avons décidé d'en sortir ». Il n'est pas question de verser pour toutes ces années où nous ne serons plus là. Il en est encore moins question si vous prétendez ne pas nous rétrocéder la partie des financements à laquelle on a droit. Voilà. Donc ce sont les deux positions de négociation. Il va falloir trouver un point de conciliation. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les Britanniques ne vont pas payer les 70, 80 ou 100 milliards d'euros. Ça, c'est certain. Ça veut donc dire qu'il va y avoir un manque à gagner dans le budget de l'Union européenne. Et ce manque à gagner, il va se traduire par quoi? Peut-être des suppressions de programmes, mais peut-être aussi un appel de fonds avec les 27 pays restants. Ça veut dire que pour la France, le départ du Royaume-Uni va nous coûter de l'argent. Il va sans doute falloir que la France, elle mette au pot pour combler une partie du déficit du départ des Britanniques. C'est ça la réalité de la situation. Alors, dans cette partie de bras de fer, les Britanniques ont commencé à regarder tout ce qu'ils peuvent faire valoir aussi de leur côté. Parce qu'eux, ils ont par exemple la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou pour des fonds, des subventions qu'ils ont données à des institutions européennes ou à des fonctionnaires européens au Royaume-Uni, etc. Donc eux, ils sont en train, puisque Bruxelles veut faire la guerre, ils sont en train de dresser la liste de toutes leurs récriminations. En réalité, à Bruxelles, on cherche la bagarre. Voilà ce qui est en train de se passer. Deux choses encore à dire pour conclure. Premièrement, Nigel Farage au Parlement européen, il y a quelques jours, a dit « si ça continue comme ça, le Royaume-Uni va partir dès la fin de cette année. Terminé. Il n'y aura plus rien. On ne vous versera plus rien. » Donc là, ça sera la guerre financière, si j'ose dire. Et la deuxième chose, c'est que, semble-t-il, le gouvernement allemand, en ce moment, dans les coulisses, demande à la Commission européenne de calmer le jeu, parce que, en fait, l'Allemagne est très bénéficiaire des achats britanniques en Allemagne, des Mercedes, des voitures de luxe, etc. Les Britanniques en achètent énormément. Et l'Allemagne craint une guerre commerciale à son encontre. Donc, en ce moment, l'Allemagne est en train de dire, paraît-il, à la Commission, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, il faut rester en bon terme avec Londres. Voilà qui clôt le chapitre Brexit et on va continuer avec Mernité qui a souhaité aussi vous poser une question via ce Facebook Live. Monsieur Asselineau, qu'entendez-vous par ubérisation de la société ? Ubérisation, c'est pas moi qui ai inventé le mot, hein. Ça fait référence à Uber, à la société Uber, c'est-à-dire à la déréglementation généralisée des professions réglementées et qui est inscrite dans le rapport des grandes orientations de politique économique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire comme les artisans taxis en ce moment sont attaqués par Uber, par l'apparition des Uber, eh bien il peut y avoir l'apparition très bientôt chez les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens, les dentistes, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les huissiers, etc., etc. Toutes ces professions
qui en France vivent sur des numerus clausus, sur des quotas, sur des études longues où on s'assure de la qualité professionnelle des gens. Toutes ces professions où il y a donc un nombre restreint, ce sont ce qu'on appelle des professions réglementées. Il y a des ordres derrière, l'ordre des notaires par exemple, l'ordre des commissaires aux comptes. Eh bien tout ceci sera entièrement déréglementé. Ça veut dire qu'on pourra avoir par exemple un expert comptable bulgare venant faire ses prestations de services en France beaucoup moins cher que les experts comptables français. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les experts comptables français, ils n'ont plus qu'une chose à faire, c'est de mettre la clé sous la porte. Alors, que l'on me comprenne bien, moi je ne suis pas fermé à des évolutions. Ce qu'il faut, c'est quand même que tout le monde puisse vivre décemment. Les artisans taxis, c'était à la limite de la légalité, mais ils achetaient les licences, ils se revendaient les licences, ils sont parfois endettés sur des années. Et puis maintenant, ils se retrouvent dans une situation où ils sont complètement déréglementés. Donc c'est pour eux, ils ont des femmes, ils ont des enfants, c'est très difficile. J'en profite d'ailleurs une petite anecdote. Je m'adresse ici aux artisans taxis qui me regardent, parce que j'ai eu deux taxis qui m'ont deux chauffeurs de taxi qui m'ont dit que en fait, ils avaient été déçus. Il y en a même un qui a dit que finalement il voulait voter pour moi à la présidentielle et qu'il n'avait pas voté pour moi parce que on m'avait vu à bord d'un VTC. Ça avait été pris en photo. C'est quand même assez dingue, assez vrai que j'ai pris un VTC, mais ce qu'il ne savait pas, le chauffeur de taxi en question, j'en ai même pris plusieurs, c'est que c'est pas moi qui payais, c'est quand j'étais convoqué, enfin invité à m'exprimer, par exemple, sur BFM TV, RMC, etc. Quand on va, notamment pour une matinale, mais c'est vrai aussi le soir, enfin à plusieurs moments, quand on va à des matinales le matin, et ça c'était avant que je ne bénéficie de la voiture du ministère de l'Intérieur qui m'a été passé avec deux officiers de sécurité, enfin un officier de sécurité et puis un chauffeur qui se relayait par équipe, et bien effectivement il m'est arrivé d'accepter, de dire bah oui, si vous m'envoyez un taxi, il me disait est-ce que vous voulez qu'on vous envoie un taxi, parce que moi j'habite à Paris 11e, j'allais par exemple à BFM qui est près de la porte de Versailles, et à 7h du matin je trouvais effectivement assez sympathique qu'on m'envoie un taxi. Et puis c'était en fait un VTC, ce que j'ignorais. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont pris en photo, qui ont balancé ça sur Internet pour essayer de me nuire. Je ne jette pas la pierre au VTC, je dis simplement que qu'il y a des évolutions, c'est possible, mais on ne fait pas ça comme ça parce qu'il y a derrière des gens qui et ça ne concerne pas que les taxis, ça concerne les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, toutes les professions que j'ai dites. Quelqu'un qui est médecin, un médecin, c'est quelqu'un qui a passé 8 ans, 9 ans d'études après le bac, 10 ans parfois, etc. Les notaires, les avocats, ce sont des gens qui ont suivi Est-ce qu'il est normal? Ils se sont parfois très lourdement endettés pour acheter une étude ou un cabinet médical. Est-ce qu'il est normal que d'un seul coup on leur mette dans les pattes, alors qu'ils ont fait des calculs à long terme pour leur profession sur leur vie, qui se sont parfois très lourdement endettés, que d'un seul coup on leur mette dans les pattes quelqu'un qui n'a aucun diplôme et on dit voilà, ça s'appelle plus... Si c'est vrai que plutôt que parler d'ubérisation, j'aurais pu parler de la loi de la jungle. Moi je ne suis pas en faveur de la loi de la jungle, je suis en faveur qu'on soit d'abord et avant tout précautionneux et qu'on essaie de maintenir le niveau de vie de chacun. Parce que tout ça, au passage, qu'est-ce qu'il y a au bout du compte avec cette ubérisation? C'est que toutes les professions, les unes après les autres, finiront par y passer. En fait, on est en train de transformer l'ensemble des Français, et pas seulement des salariés, mais aussi des professions libérales, en esclaves, en rabotant et en ramenant systématiquement au plus bas le niveau de leur rémunération. Question à présent posée par Que du bon. Bonjour Monsieur Asselineau. Comptez-vous également être présent au municipal? Je suppose que cet internaute se demande s'il y aura des candidats. Alors ça, les municipales de mémoire, ça doit être en l'an 2020 que ça se passera, donc on a encore le temps de voir. Pour l'instant, ce sont les législatives. Les législatives, c'est en 2017, en juin 2017. Ensuite, normalement dans le calendrier électoral, je crois, j'ai pas vérifié, mais je crois que dans le calendrier électoral, il me semble qu'il n'y a pas d'élection en 2018, on pourra souffler. Et puis en 2019, je l'ai dit tout à l'heure, en mai 2019, il y aura les élections européennes. Et on se présentera aux élections européennes, même s'il y a des gens qui disent « Ah, mais vous êtes contre l'Europe, pourquoi vous vous présentez aux élections européennes ?» Eh bien, on s'y présentera quand même, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et d'ailleurs, je me permets de souligner que M. Nigel Farage, c'est justement parce qu'il avait été élu député européen et qu'il avait fait élire des députés européens, et que ensuite, en étant dans l'hémicycle,
il a utilisé son temps de parole, pas comme Madame Le Pen, Monsieur Le Pen ou Monsieur Mélenchon, qui ont été députés européens et qui n'ont jamais dit un mot. Lui, Monsieur Nigel Farage, il était là pour fustiger l'Union européenne, dire que c'était une dictature, dire qu'il fallait en sortir. Ben, si on se présente aux européennes en 2019 et si on continue sur la lancée, il est probable maintenant qu'on pourra, puisque ce sont des élections à la proportionnelle, il est probable que l'on pourra avoir quelques députés. Ben, dans ce cas-là, on l'utilisera lourdement pour développer la notoriété de l'UPR au niveau européen et mondial, comme a fait Nigel Farage, et pour donner un nouveau coup de boutoir. Alors les élections municipales, c'est en 2000. Pour être honnête, les élections municipales ne sont pas les élections qui nous sont spontanément les plus favorables, puisque ce sont quand même dans les élections municipales des sujets qui sont éminemment locaux. J'en profite d'ailleurs, au passage, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour attirer votre attention, l'attention des gens qui m'écoutent, sur le fait qu'il ne, si vous êtes, je me parle notamment à ceux qui sont candidats ou suppléants, ou bien à tous les gens qui vont leur poser des questions, n'oubliez pas qu'il s'agit des élections législatives, là. Il s'agit d'élire un député. Or, le député, c'est le député de la nation, et le député, lui, il est là pour voter les lois nationales. Ce sont donc des sujets nationaux qu'il a à traiter, le député. Donc il ne faut pas trop tomber dans ce piège, parce qu'il y a des gens qui vont faire une campagne super locale. Par exemple, il y a des gens qui vont voir le député du coin en disant qu'est-ce que vous allez faire pour la rocade de la route, ou qu'est-ce que vous allez faire pour tel HLM dans telle municipalité. Mais ça n'est pas du pouvoir du député. Ça sera du pouvoir, en l'espèce, soit du conseil régional ou du conseil général ou de la municipalité. Hein. Donc les députés qui disent je vais vous avoir des HLM, bon, c'est les maquignons. C'est une grande spécialité du Parti communiste, du Parti socialiste ou des Républicains que d'essayer de dire votez pour moi, je vais vous procurer des HLM. Mais là on est dans le clientélisme digne d'une république bananière. Donc j'en profite pour le dire, les gens, lorsque nous serons interrogés, par exemple, bien entendu, on peut être interrogé sur des grands sujets environnementaux, par exemple la ligne à grande vitesse en Aquitaine. Ben là, les candidats de l'IPR qui vont se présenter aux élections législatives pourront dire que nous sommes favorables au référendum d'initiative populaire sur ces questions. Il serait normal d'avoir un référendum, ça on pourra le dire. Mais il faut quand même bien voir, il faut toujours faire preuve de pédagogie, bien expliquer aux Français que les députés, c'est d'abord les lois de la nation. Une question qui va un petit peu dans la continuité de votre réponse à l'instant, posée par Fabien Belnan. Bonsoir. Allez-vous organiser un grand meeting pendant les législatives ? Alors, je ne le pense pas, parce que, d'abord, on n'a que 4 semaines, donc c'est très court. Je suis moi-même candidat dans la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire à Aulnay-sous-Bois, Bondy Sud-Est et les Pavillons-sous-Bois. Non seulement je vais être candidat, je bénéficie de l'aide de mon suppléant Yves Texera. Mais mon rôle sera non seulement d'être sur place, d'ailleurs dimanche matin je commencerai à être sur les marchés dans cette circonscription, je vais faire beaucoup de porte-à-porte, je vais m'adresser aux gens. C'est une circonscription, je rappelle, où je me présente d'ailleurs, c'est une des circonscriptions où on a fait le plus gros score français à la présidentielle, puisque j'avais obtenu 2,02% des suffrages. Mais je vais également me circuler en Île-de-France. D'ores et déjà, j'ai prévu d'avoir des réunions d'organisation avec les candidats dans le Val d'Oise, en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, dans l'Essonne, dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine. Mais puis j'irai les soutenir. Donc je ferai des réunions publiques, quelques-unes. Mais je ne vais pas faire les grands meetings comme on a eu tout d'abord parce que il faut quand même limiter les frais. Et là, on a quand même beaucoup de frais avec les 574 candidats. Et puis surtout qu'on n'a pas le temps. Et puis ça serait un petit peu décalé. Moi, je vais être là pour aller soutenir les candidats. C'est mon devoir. Et je vais aller les soutenir parce que, je suis quand même le président du mouvement. Les gens maintenant, il y a quand même, je sais pas, il y a peut-être 50% des Français qui maintenant me connaissent. Je le vois. Dès que je sors dans la rue, je suis abordé constamment, toujours très gentiment d'ailleurs, avec plein de gens qui me disent « j'ai voté pour vous ». Je me demande comment ça se fait que je n'ai fait que 0,92% quand je vois le nombre de gens qui m'abordent pour me dire qu'ils ont voté pour moi. Après tout, ils ne sont pas obligés de le faire, ils ne sont pas obligés de le dire. Donc je vais circuler. J'irai peut-être également
en province, ici ou là, mais j'hésite à le dire parce que si je fais que ça, je vais être en permanence par Mont et par Haut. Voilà. Mais il y aura quand même, je me permets de le préciser, nos candidats qui seront sur les marchés, feront du porte-à-porte et feront peut-être des réunions publiques. Moi d'ailleurs, les réunions publiques que je ferai, ce sera des réunions... ce que j'envisage de faire, par exemple, c'est dans l'Île-de-France, par exemple, de faire 2 ou 3 réunions dans une même soirée. C'est-à-dire, je vais passer dans 2 ou 3 circonscriptions côte à côte. Il y aura, j'espère, on va monter ça dans une brasserie ou bien dans un préau d'école. Vous savez que dans une salle municipale, les mairies ont l'obligation de prêter gratuitement les salles aux candidats. Donc on essaiera d'organiser ça. Je l'ai demandé à Léonard Dirs, notre délégué régional, et aux délégués départementaux de l'Île-de-France, d'avoir par exemple 2 ou 3 réunions qui se tiendront en soirée, et puis j'irai une demi-heure dans une demi-heure dans l'autre, une demi-heure la troisième. Donc j'essaierai d'être bref. Question fashion, posée par Eurotrahison. Bonjour Monsieur le Président. Où peut-on acheter le magnifique pins que vous portez à la boutonnière de votre veste? Ah, ce pins, effectivement, a une histoire. Peut-être, je ne sais pas s'il est possible de le mettre en plus gros. En l'approchant du... Oui, en l'approchant. Voilà. Pour que tout le monde en profite. Voilà. Voilà. Est-ce que l'on voit bien? Non, ça va être flou. Non, c'est flou. Bon. Ce pins, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça représente le logo de l'UPR, c'est-à-dire la branche d'olivier telle qu'elle figurait sur la pièce de 1 franc d'Oscar Roty, dessinée par Oscar Roty, le graveur de la monnaie de Paris, de la monnaie des médailles, en 1897. Voilà. Alors, effectivement, nous avons un... Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était le mouvement du système D. Et on a plein de gens qui ont plein d'idées. On a un de nos adhérents qui se trouve dans un département pyrénéen, qui m'a envoyé ça en cadeau. Il nous en a envoyé quelques-uns, donc je les ai distribués dans l'équipe de campagne, j'en ai gardé un pour moi. Et donc je lui ai téléphoné pour le remercier, il va se reconnaître puisque je parle de lui, mais par discrétion, je ne dis pas qui c'est. Je lui ai téléphoné évidemment pour le remercier de m'avoir envoyé ce magnifique petit cadeau. Et il m'a appris qu'il avait pris l'initiative de contacter une société qui fabrique ce genre de pins, d'envoyer, parce qu'il a des talents informatiques, d'envoyer le logo de l'UPR. Et il a fait éditer un certain nombre de ces... il en a plusieurs centaines à ses frais. Donc du coup, on a décidé de lui racheter la fourniture et nous allons les mettre en vente sur notre boutique en ligne. C'est vrai que c'est très joli. Honnêtement, c'est vraiment bien. Hein, je le dis, je le félicite d'avoir eu cette idée parce que c'est très élégant. Ça a à peu près la couleur de la pièce de 1 franc. C'est un peu mystérieux, ça attire beaucoup l'œil. Et puis ça fait discuter sans que ce soit trop ostentatoire. Voilà. C'est très élégant, c'est bien, ça a du sens, c'est le symbole de l'olivier. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai longuement expliqué ce dont il s'agissait dans d'autres conférences. On va mettre ça en ligne très bientôt sur la boutique, puisqu'on vient de recevoir justement aujourd'hui d'ailleurs le contingent. Voilà, on va mettre ça en ligne sur notre boutique. Question de politique internationale posée par El Dokmi. Pardonnez-moi. Monsieur Asselineau, pensez-vous qu'une guerre avec la Russie est proche et que va faire la France de Macron dans ce cas-là? Qu'est-ce que la France de Macron va faire? Ou qu'est-ce que la France va faire de Macron? Parce que... Non, parce que ce que j'aimerais que la France fasse de Macron, c'est de s'en débarrasser. Bon. Maintenant, je plaisante sur quelque chose qui n'est pas très drôle. Avant de parler de la Russie, je voudrais parler des États-Unis. La situation aux États-Unis... elle est quand même pas terrible. Elle est quand même pas terrible parce que plus le temps passe et plus on est obligé de revoir le jugement que l'on avait. J'avais toujours eu un jugement assez prudent quand même sur M. Trump, mais c'est vrai, je le reconnais très volontiers, que j'avais préféré que Trump soit élu plutôt que Mme Clinton. Parce que Mme Clinton, on sait qui était derrière. Obama, le complexe militaro-industriel, les gens comme Macron, les pousses au crime, ceux qui ont déstabilisé les régimes politiques dans le trou du Moyen-Orient, etc., etc., ceux qui ont fait les révolutions de couleur, ceux qui ont déstabilisé l'Ukraine, etc. Bon. Lorsque Trump a été élu, il avait été élu où il disait des horreurs. Ça, c'est vrai, je les avais d'ailleurs tout à fait condamnés. Tant est que j'ai le pouvoir de condamner quoi que ce soit, mais j'avais montré la désapprobation que l'UPR portait à certains propos
misogyne, raciste, xénophobe, etc., qu'il avait pu tenir, islamophobe et compagnie. Mais il y avait dans ce qu'il avait dit des choses qui étaient intéressantes. Notamment, il était contre le TAFTA, contre le CETA, il avait dit que le Brexit c'était formidable, il avait dit que l'OTAN était une structure obsolète, donc tout ça, moi je buvais du petit lait, et il avait dit aussi qu'il se rapprocherait de la Russie. Force est de constater que depuis qu'il a pris le pouvoir, en fait, il a été progressivement, on a l'impression qu'il s'est fait phagocyter par le monde médiatique, politique, le complexe militaro-industriel, les lobbies, etc., qui sont en train de l'avaler, de l'embobiner, etc. Et comme cet homme, qui a quand même un certain âge déjà, hein, il a quand même 70 ans, je crois, passé, peut-être n'a-t-il pas, puis c'est une forte personnalité, c'est le moins que l'on puisse dire, il agit peut-être parfois de façon impulsive, il s'est laissé aller à faire des choses très récemment qui sont quand même très graves. Au regard de la justice américaine, le limogeage du chef du FBI, même Nixon, j'en ai déjà parlé, même Nixon n'avait pas osé le faire. Or, cette affaire est en train de rebondir méchamment. Et les Américains étant ce qu'ils sont, et les lobbies qui sont derrière étant ce qu'ils sont, il n'est pas exclu que l'on apprenne que dans les semaines qui viennent, surtout si monsieur Trump continue à faire des déclarations à l'emporte-pièce invraisemblables, il n'est pas exclu qu'il y ait une procédure d'impeachment qui soit lancée contre lui. Il n'est pas du tout certain que M. Trump va finir son mandat électif. Donc ça veut dire une période d'instabilité extrême aux États-Unis. Je lisais récemment, là, il y avait des articles de journaux, faut en prendre un laisser sans doute, mais quand même, dans l'entourage le plus proche de la Maison-Blanche, il y a beaucoup de collaborateurs du président Trump qui disent en mezza voce et comme ça, sous le manteau, que Trump est foutu et qu'il va pas. Les affaires de plus en plus nombreuses qui sont tombées sur lui, voilà. Alors, la question portait pas sur les États-Unis, portait sur la Russie, mais celui qui a la clé de la solution, c'est quand même Trump. Parce que, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, je suis désolé, mais M. Poutine n'a pas de posture agressive vis-à-vis du reste du monde. C'est pas vrai. Et quand on compare la cartographie des bases américaines et des bases de l'OTAN dans le monde et des bases russes dans le monde, les Russes, ils ont 2 ou 3 bases dans le monde, dont une en Syrie, et puis une deuxième, je sais plus où, bon, mais c'est extrêmement limité. Alors les Américains en ont partout, et notamment tout autour de la Russie et de la Chine. Donc, et puis qui a déstabilisé qui ? C'est bien les États-Unis qui ont déstabilisé l'Ukraine, c'est bien les États-Unis qui ont déstabilisé la Syrie, etc. Donc normalement, la réponse à la question, c'est pas du côté de Poutine, c'est du côté de Trump. Donc voilà, j'avoue que je ne sais pas très bien comment répondre. Je croyais qu'on allait aller vers une période comment dirais-je, de réchauffement, mais Trump, on a l'impression qu'il est tellement aux abois et tellement isolé, en fait, avec une toute petite cour autour de lui, qu'il est obligé maintenant de donner des gages. On l'a vu notamment maintenant vis-à-vis de la Russie, il tient des propos très sévères, et puis vis-à-vis de la Syrie. Quant à notre pauvre Macron et la pauvre France, j'ai été le seul, je crois, enfin l'un des rares en tout cas, à tiquer sur le fait que M. Macron avait dit qu'il ferait la guerre. J'ai été le seul à dire, à remarquer quand il avait dit, après que Trump avait envoyé les missiles, les 53 missiles en Syrie récemment, ce qui est un acte de guerre contraire au droit international d'ailleurs, M. Macron a dit qu'il prenait note, voilà, et qu'il approuvait en fait. Et puis je vois que M. Macron, il a décidé avec M. Édouard Philippe de créer un ministère qui s'appelle le ministère des Armées, non plus le ministère de la Défense. J'en ai parlé l'autre jour, avant-hier, dans mon entretien d'actualité. C'est la première fois depuis 1974 que le ministère de la Défense change de nom pour s'appeler ministère des Armées. Or, ministère de la Défense, ça veut dire ce que ça veut dire, ça remonte à De Gaulle. C'est un truc qui avait vocation à protéger, à sanctuariser le territoire national. Ministère des Armées, ça donne un parfum d'agression. Ça veut dire c'est un ministère qui non seulement exerce la défense, mais qui a des armées qui pourront intervenir à l'étranger. C'est ça que ça veut dire. Et j'avoue que le premier voyage de M. Macron ayant été d'aller faire la révérence à Mme Merkel, son deuxième voyage est aujourd'hui même, il va au Mali, c'est-à-dire sur un théâtre d'opération extérieure militaire. Moi, je suis embêté. Tout à l'heure, un internaute me posait à juste titre la question de savoir
Monsieur Macron qui pourrait prendre les pleins pouvoirs, ça reste du domaine de l'hypothèse. Ce qui n'est pas du domaine de l'hypothèse, c'est que Monsieur Macron, il est le chef des armées et il est le responsable in fine. Il est le responsable suprême qui peut appuyer sur un bouton nucléaire. Voilà, c'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Raison de plus pour voter pour l'UPR ou législative et pour empêcher Macron d'avoir une majorité au Parlement. Puisque je rappelle que normalement, la guerre doit être votée par le Parlement. Avant-dernière question de Kamal Amidou. Bonsoir, monsieur Asselineau. Qu'en est-il de votre livre? C'est pour bientôt? C'est plus un livre, c'est l'Arlésienne. C'est plus un livre, c'est l'Arlésienne. Oui, c'est vrai, non, je vais essayer de faire un livre. Oui. Le problème, je l'ai déjà dit et redit, c'est d'abord, il faudrait que ce monsieur vienne un jour au siège de campagne et voit l'état d'effervescence, et de fièvre et de travail acharné qui est celui de l'équipe de campagne. Voilà. Moi, je vais là maintenant damer une campagne à la fois dans une circonscription où je compte être beaucoup sur le terrain, mais non seulement être sur le terrain, mais d'être aussi sur le terrain de 20, 30, 40 autres circonscriptions où je vais essayer à travers toute la France d'aller aider nos candidats. Donc c'est pas en ce moment que je peux écrire mon livre. Voilà. L'été venu, peut-être, je pourrais souffler et je pourrais mettre en ordre, parce que j'ai énormément de choses, beaucoup de notes à mettre en ordre. La question qui se pose à moi, c'est comme d'habitude, c'est plutôt de faire court. Il faudrait que je fasse court et que je fasse quelque chose, me dit-on, qui soit pas trop long et qui soit très, très lisible. Lisible, j'espère que ça, c'est un talent que j'ai. Faire court, c'est un petit peu plus compliqué. Je voudrais faire quand même quelque chose. Effectivement, ça manque. En tout cas, après, une fois que ce livre sera sorti, on ne pourra plus me reprocher de ne pas l'avoir fait. Et enfin, la dernière question, puisque ce Facebook Live touche à sa fin, posée par Amine Amroy, qui a une question intéressante, dit-il. Que se passera-t-il pour les eurodétenus, comme pour les autres pays hors zone euro, dans le cas où il y aurait une explosion totale de l'euro? Ah, les euros, les monnaies... vous pouvez répéter la question? Que se passera-t-il pour les eurodétenus comme réserve par les autres pays hors zone euro dans le cadre d'une explosion totale de l'euro? C'est vrai qu'elle est... Alors, si j'ai bien compris la question, il y a en effet dans des banques centrales de pays étrangers, hors zone euro, il y a des gens qui détiennent des euros. Il y a du monde entier, il y a des gens, il y a des particuliers qui peuvent avoir quelques billets en euros, de la même qu'en France, on a des billets en dollars. Et puis, il peut y avoir des banques centrales qui utilisent l'euro comme une monnaie de réserve. Au passage, d'ailleurs, c'est un échec de l'euro, puisque au moment de la création de l'euro, on avait expliqué aux Français que ça va devenir une des grandes monnaies de réserve du monde, à égalité avec le dollar, et devant le yen japonais, etc. En réalité, non. Ça n'a pas été... les euros, les xéno-euros, comme certains disent, c'est-à-dire les euros détenus xéno, ça veut dire étrangers. Donc les xéno-euros, les euros qui sont détenus par des étrangers, en réalité, d'après ce que je crois savoir, le volume est à peu près comparable à ce qu'était la somme des monnaies qui le composent, et même moins, c'est-à-dire ça n'a pas du tout... En fait, le dollar a progressé en termes de monnaie de réserve, ce qui d'ailleurs est corrélé au fait, qui est un fait mécanique et technique imparable, c'est que pour que des étrangers détiennent des monnaies du dollar ou de l'euro, il faut qu'il y ait une balance des paiements négative, statistiquement, en termes macroéconomiques. Donc comme la balance des paiements des États-Unis d'Amérique vis-à-vis du reste du monde est extraordinairement déficitaire, ils produisent donc des obligations du Trésor américain, des Treasury Bonds, qui créent donc des dollars détenus notamment la Chine, l'Inde, les pays du Golfe détiennent des monceaux de milliards de dollars qui sont la conséquence des déficits commerciaux et de la balance des paiements des États-Unis d'Amérique. Il se trouve que dans la zone euro, prise globalement, a, me semble-t-il, un excédent commercial qui est dû à l'énorme excédent commercial allemand. Donc nous, la France, je parle même pas de l'Allemagne, je parle même pas de la Grèce, pardon, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, on dégage des déficits commerciaux très importants. Mais l'un dans l'autre, et avec l'Allemagne qui dégage des excédents commerciaux énormes, je crois que globalement, la zone euro est à peu près à l'équilibre en termes de balance des paiements et de balance commerciale, si pas de quelques années, il a même été en excédent.
Alors c'est pas comme ça que vous créez des gisements très importants d'euros détenus à l'étranger. J'espère que l'internaute et les gens qui m'écoutent ont compris le raisonnement. Mais néanmoins, effectivement, il doit y en avoir. Mais qu'est-ce qui se passera si l'euro explose? L'euro, il va être converti. C'est-à-dire que c'est comme si vous me disiez qu'est-ce qui s'est passé, les banques centrales, la banque du Brésil qui détenait des francs en 1995, qu'est-ce qui s'est passé quand le franc a disparu? Ils ont converti leurs francs en euros, puisque le franc se transformait en euros. Et là, c'est pareil. Lorsqu'ils auront des euros, ils les convertiront dans les monnaies rémanentes. Alors, ça, c'est un peu compliqué. Il faudrait que je passe la parole à Vincent Brousseau, parce que les billets de banque ont un traitement juridique différent des créances qui sont des créances, comment dirais-je, virtuelles, enfin sous forme électronique. Voilà, la monnaie créée sous forme électronique, c'est pas la même chose que la monnaie fiduciaire sonnant et des trébuchants. Donc la monnaie électronique, il y aura, en fonction de l'État qui aura émis, ça redeviendra des francs, des Deutschmark, etc. Les billets de banque, eux, répondent à une autre clé de répartition, donc c'est comme ça que je suppose que ce sera réparti. Mais honnêtement, c'est une question un petit peu pointue. Je ne pense pas que ce soit une question majeure. J'ajoute aussi au passage que lorsque la France sera sortie de l'euro, il n'est pas sûr que l'euro explose. Il est possible que l'euro continue d'exister, mais ça sera plus le même. Ça sera un euro sans le franc, c'est plus la même chose. Voilà. C'est comme si vous aviez, je sais pas, une choucroute sans choucroute. Il reste des saucisses, ou du jarret allemand, des saucisses néerlandaises. Mais si on a retiré la choucroute française, le plat est dénaturé. C'est la même chose. L'euro, si la France est sortie, ça sera un euro sans le franc. À vrai dire, c'est vrai qu'il aura quand même du plomb dans l'aile, parce que très probablement, l'Italie, l'Espagne, le Portugal sortiront à peu près rapidement dans la foulée. Il n'est pas exclu qu'un euro rémanent, un euro restant, continue à subsister pendant quelques années dans une espèce de mouvement d'Europe du Nord, parce qu'entre l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, il y a quand même une proximité mentale, géographique, civilisationnelle, si j'ose dire, sociétale, le goût pour une monnaie forte, le florin néerlandais, le franc luxembourgeois, le franc luxembourgeois c'est tout petit, mais le florin néerlandais a toujours été une monnaie forte comme le fut le Deutschmark. Donc on peut peut-être même y ajouter le shilling autrichien. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait une espèce d'euro qui continue d'exister dans cette zone élargie où peut-être il y aurait la Finlande, mais c'est vrai qu'il y aura un phénomène très probablement de désintégration. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, je ne sais pas si c'est ce que l'internaute avait à l'esprit, c'est que si nous n'en sortons pas, de toute façon, l'euro va exploser. Et je voudrais à ce propos, d'ailleurs, là je vais faire une petite annotation politique. Alors il y a encore un internaute qui va dire que je tape sur les autres, mais enfin, je vois qu'en ce moment, le Front National, semble-t-il, est agité, traversé de conflits entre la ligne Philippot et puis la ligne de Marion Maréchal Le Pen, etc. Et je vois des gens qui disent oui, en fait, les Français, ça leur fait peur de sortir de l'euro, donc il faut sortir ça du programme. Ça, c'est pas la ligne Philippot, c'est les autres. Moi, je trouve ça quand même assez hallucinant. Voilà. Assez hallucinant parce que, d'abord, d'incompétence. Ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. L'euro est condamné. Deuxièmement, est-ce que l'on fait de la politique pour avoir des postes à tout prix, quelle que soit la politique menée? Moi, je suis désolé, mais on m'aurait proposé d'être ministre de l'économie, là. On aurait proposé d'être à la place de M. Le Maire. C'est comment dirais-je, c'est presque une boutade. Bon. Moi, quand on parle de moi, j'imagine que les gens doivent sortir les crucifix et les pattes de lapin. Mais à supposer qu'on m'ait proposé ça, j'aurais évidemment dit non. Il est hors de question pour moi d'aller participer à une action qui est contraire à ce que je crois être la voie de salut de mon pays. On a l'impression que les gens, là, au Front National, les gens ils disent bon oui, finalement les Français ils ne veulent pas sortir de l'euro, donc on va suivre le mouvement, on va retirer ça du programme. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'il n'y avait jamais été. Ils jouaient sur l'ambiguïté permanente.
c'est pas raisonnable. Ça prouve que ces gens ne sont pas des hommes d'État, c'est pas des femmes d'État, ni des hommes d'État. Ce sont, en fait, des gens qui, je sais pas ce qu'ils veulent, en fait, puisque par ailleurs, ils veulent pas aller au pouvoir, ils s'abordent de leur propre campagne. On l'a vu, Madame Le Pen l'a fait lors du débat du deuxième tour. Moi, si je fais de la politique, c'est parce que je sais, j'ai la faiblesse de penser que j'ai les bonnes analyses qui ont été forgées au cours des années, de ce que j'ai observé, et que je sais ce qu'il faut faire pour sauver mon pays. Et ben moi, c'est pas parce que... Et il y aurait 99% des Français qui me diraient que j'ai tort. Si je pense que j'ai raison, je leur dirais, c'est moi qui ai raison, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai raison. Voilà. Et je préfère être battu, tant pis, mais au moins j'aurais fait mon devoir, j'aurais été jusqu'au bout, j'aurais dit, voilà. Eh bien, c'est exactement ce caractère, cette inflexibilité, cette intransigeance dans l'analyse, c'était exactement celle de Charles de Gaulle, excusez-moi de le citer, en 1940. Parce que je rappelle qu'en 1940, à l'automne 40, il y avait 98% des Français qui étaient derrière le maréchal Pétain. Et de Gaulle n'avait rassemblé personne. Et les gens disaient de Gaulle, il est dingo. Parce que la France a été battue, c'est n'importe quoi, il est l'agent de la City. Les communistes disaient oui, de Gaulle est un agent de la City londonienne. Les gens d'extrême droite disaient il était dans la main des Juifs, ou il était dans la main des communistes, etc. C'est ça qu'on disait à de Gaulle. Et de Gaulle était resté droit dans ses bottes, en disant, voilà, le bien de la patrie, c'est celui-là. Alors, effectivement, il a été très isolé dans les premiers temps. Et puis, à la fin des fins, vous savez comment ça s'est terminé. Voilà. Eh bien, donc, c'est de la même façon. Nous, notre devoir, c'est que si on a affaire à des gens qui disent, oh là là, mais j'ai peur de sortir de l'euro, eh bien, ils vont dire, asseyez-vous, monsieur, ou asseyez-vous, madame, et je vais vous expliquer pourquoi ce dont vous devez avoir peur, c'est pas de sortir de l'euro, c'est d'y rester. Parce que si nous restons dans l'euro, nous allons vers la catastrophe continentale. Et là, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui risquent de nous tomber sur le dos. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Regardez ce qui se passe. Je le disais tout à l'heure avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle sort. Si elle refuse de payer ce qu'elle devait jusqu'en 2020, c'est à nous qu'on va demander de payer. Ben, l'euro, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si l'Italie sort de l'euro avant nous, on va avoir des dizaines de milliards d'euros à payer au nom de l'Italie. Et après, si c'est l'Espagne, ça sera la même chose. Voilà ce que j'ai à dire aux Français. Je crois qu'il est temps de conclure. Ça a duré, on a commencé un petit peu tard, ça se termine un petit peu plus, ça a duré 2 heures, j'espère que ça vous a intéressé. Je voudrais remercier, je vois que nous sommes à 27 867 adhérents. On avait commencé à 27 833, donc il y a eu, donc si je compte bien, 34 adhérents supplémentaires au cours de ces 2 heures qui ont adhéré par Internet. Je vois que notre dernier adhérent est à Paris. Continuez. Je sais que j'insiste, mais vous savez, c'est vraiment grâce à vous, et uniquement grâce à vous, qu'on est arrivé là où on est, en défiant toutes les prophéties qu'on m'avait faites sur le fait que je n'arriverais à rien. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour à marquer d'une pierre blanche. Nous sommes parvenus collectivement à présenter plus de candidats qu'En Marche de M. Macron, qui croule sous les millions d'euros que lui versent les milliardaires, et qui croule sous l'hypermédiatisation. Ben nous, parce que nous sommes français, parce que nous savons qu'un impossible n'est pas français, parce que nous savons que nous sommes le peuple qui, au moment fatidique, il sait, ce peuple de Gaulois qui critique toujours tout, mais il y a un moment à partir duquel, lorsqu'il comprend que c'est vraiment sérieux, et là c'est vraiment sérieux, il sait se rassembler, il sait faire preuve de système D pour parvenir à l'objectif. C'est ce que je vous propose au cours des semaines qui viennent. Mobilisez-vous tous, il faut absolument qu'on augmente encore considérablement le nombre de nos suffrages pour les élections législatives. Je vous rappelle que le premier tour a lieu le 11 juin. Merci d'avoir assisté à ce direct. J'en referai très régulièrement pendant cette période électorale. Je vais essayer d'en faire au moins 1 par semaine, peut-être pourquoi pas 2 par semaine, parce que c'est très important. D'ailleurs, je souhaite qu'on augmente, qu'on accélère les cadences de notre télévision web. On est en train de progressivement de la transformer. Je souhaite également donner la parole à d'autres personnes qu'à moi. Je pense d'ailleurs qu'au cours de cette campagne, on va essayer de faire passer en direct des candidats. Que moi, pendant que je serai par exemple en train de faire une réunion publique dans Seine-Saint-Denis, on demandera des candidats dans les Hauts-de-Seine, ou dans Seine-Maritime, ou dans le Nord, ou en Bretagne, ou en Haute-Garonne, etc., s'ils passent par Paris, de venir et répondre ici à vos questions. On peut avoir 3-4 candidats qui se succèdent. Ça, c'est mon souhait le plus cher, c'est montrer que nous sommes une force en pleine ascension et que l'UPR ne se résume pas à ma simple personne. Nous sommes une force en pleine ascension. Merci à toutes et à tous. Vive la République et vive la France. Eh bien voilà,
Une force en pleine ascension. Merci François Asselineau et merci à tous les internautes pour leur présence et leurs nombreuses questions. À très bientôt. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.